c'était un sujet longtemps lié, longtemps occulté, hein, jusqu'au XXe siècle. Et il y a eu plusieurs époques de retour à ce passé, hein, à ce passé négrier, qui a duré presque 4 siècles à Cuba. Et donc je vais vous montrer l'évolution, hein, de la société coloniale à la société contemporaine. Donc l'hommage c'est fait. Donc Cuba, la grande île des Antilles. Donc ce n'est pas à Cuba que l'esclavage a commencé, hein, pour la Caraïbe, pour les Antilles, c'est juste à côté, hein, enfin un petit peu plus loin. C'est l'île qui s'appelait à l'époque Hispaniola, hein, qui est devenue Saint-Domingue, et ensuite Haïti, République dominicaine. En fait, les premiers esclaves, les esclaves d'Afrique qui sont arrivés à Cuba venaient des îles d'à côté, mais c'est l'île qui a en fait la plus grande des Antilles, où l'esclavage a duré le plus longtemps, hein. Les premiers esclaves arrivent d'Espagne, donc avec les bateaux des conquistadors, hein, et une partie des découvreurs et des conquistadors. Mais pour ceux qui vont s'installer dans l'île, hein, déjà dans les années 1515-1520, je vais vous montrer les chiffres après, vous aurez des esclaves noirs d'Afrique, hein. Il y avait les esclaves indiens, je vais en reparler, hein, les Indiens, les Arawaks et les Caraïbes, les peuples qui habitaient la Caraïbe, hein, avant la conquête, ont été mis en esclavage. Pendant une 50aine d'années, ils ont été exterminés ou ont disparu, hein, et ont été remplacés par les Africains. Donc ici, c'était juste pour, je sais que vous connaissez, enfin j'espère que tout le monde sait où se trouve Cuba, mais pour vous rappeler que c'est la position géographique de Cuba est stratégique, hein, pour la traite négrière, ça va être important, ça va être un port colonial pendant très longtemps, hein, pas seulement pour la traite négrière, donc qui va en fait être une espèce de point central d'arrivage, hein, des bateaux d'Europe et ensuite d'Afrique, hein, et qui va alimenter jusqu'au 19e siècle avec la traite clandestine, va alimenter différents ports en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, hein. Alors, avant de commencer mon exposé, je voulais rendre hommage aux historiens de Cuba, parce que en France et en partie en Europe et aux États-Unis, quand on parle d'esclavage ou des Noirs en Amérique, on pense seulement aux USA ou, pour nous, la France, aux Antilles françaises, hein. Il y a des historiens, des ethnologues et des anthropologues qui travaillent sur l'esclavage à Cuba depuis le XXe siècle. Il y a plusieurs générations, hein. Les fondateurs de cette nouvelle ethnologie, hein, l'ethnologie qui commence au début du siècle, même aussi en Europe, mais dès les années 1915-1920, vous avez des auteurs cubains, hein, qui travaillent en collaboration avec des chercheurs brésiliens ou nord-américains ou européens, hein, qui vont travailler sur le passé esclavagiste de Cuba, hein, donc Fernando Ortiz, qui est un des plus importants, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des historiens qui vont commencer, comme vous pouvez le lire, à publier dans les années 20, 30, 40, surtout pour Fernando Ortiz, qui est le plus connu, mais il y en a d'autres, hein, qui ont travaillé avec lui, qui ont poursuivi son œuvre, comme Lilia Cabrera, et puis ces mêmes personnes, comme José Luciano Franco, qui est un de ceux qui a le plus travaillé sur l'esclavage et les origines africaines des Cubains, va continuer à publier, ou Julio Le Riveran, hein, jusqu'à après la Révolution, hein, jusqu'aux années 60-70. Donc il y a plusieurs générations. J'ai mis tous ces noms-là, il en manque, hein, il y en a d'autres, vous en avez d'autres aussi là, une partie d'ailleurs sont là. Il y a plusieurs générations d'historiens, d'ethnologues, de folkloristes, de poètes, d'écrivains qui travaillent sur la présence du noir à Cuba, les racines africaines de Cuba, et bien sûr l'histoire de l'esclavage et du passé négrier, hein. Il est vrai que pendant très longtemps, ça a été un sujet tabou, très mal considéré. On ne voulait plus parler d'esclavage, que ce soit du côté des Blancs ou des Noirs. Mais il y a eu tous ces petits groupes d'intellectuels qui ont tout fait depuis les années 30, hein, avec les avant-gardes, et ensuite avec la Révolution dès les années 60, dès 1964, 66, jusqu'en 74, et après, il y a plusieurs générations d'auteurs qui publient des ouvrages d'histoire, hein, de recherche du passé négrier, hein, de la vie dans la plantation cubaine, du système esclavagiste à Cuba, et ça continue actuellement, hein. Donc on en parle peu parce que peut-être pour des raisons de traduction, donc je salue le travail fait ici de diffusion de ces auteurs. Il y en a beaucoup, hein, certains d'ailleurs sont venus à Nantes. Vous avez des universités, des centres, hein, de recherche. C'est un travail de longue haleine et qui est toujours
dont je vais m'inspirer en grande partie. Beaucoup de ces gens-là ont été mes professeurs. Alors, donc, juste pour situer un petit peu, donc je ne sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai pris ça, vous le connaissez, hein, la classe des esclavages, hein, de Marcel Diorini. Donc, il parle de façon très générale, hein, pour l'Amérique latine. Hein. Donc là, c'était juste... Alors, par contre, la souris, je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas si elle est... Il est là. Juste pour vous montrer, parce que ce que je veux vous dire, donc je vais vous donner quelques dates, mais je veux vous montrer le processus de l'esclavage à Cuba, les origines des esclaves, hein, d'où ils venaient, les provinces, hein, par rapport à la traite négrière. Donc vous voyez ici toute cette partie-là de l'Afrique de l'Ouest, donc comme dans les autres îles Caraïbes ou les autres pays d'Amérique, hein, vont donc alimenter les Caraïbes dans les premiers arrivages, enfin jusqu'à une grosse partie des 4 siècles d'esclavage. Et ensuite, vous avez une autre partie ici. Bon, j'ai d'autres cartes qui sont bien mieux, hein, mais c'est pour vous montrer là où vous voyez des noms, peut-être que vous ne lisez pas. Hein, jusqu'en bas, là, jusqu'en Angola, Congo-Angola, toute cette partie-là, vous aurez des bateaux négriers qui vont alimenter les ports cubains, hein, et d'autres îles de la Caraïbe. Donc, il y aura des influences de toute cette région-là. On va le voir plus précisément. Hein, d'ailleurs, si vous voyez après avec la traite négrière atlantique, c'est-à-dire directement de l'Afrique jusqu'ici le Brésil, vous avez les mêmes origines, enfin de provenance des comptoirs négriers, hein, et on retrouvera dans les cultures actuelles afro-américaines du Brésil et de Cuba, il y a beaucoup de similitudes parce que ce sont les esclaves de mêmes origines ethniques et culturelles. Alors, donc quelques chiffres. Hein. Je ne vais pas suivre mes notes comme d'habitude, c'est pas grave. Les dates, vous les avez. Hein. Donc, je vous disais tout à l'heure que l'esclavage commence doucement, entre guillemets, si on peut dire doucement, à Cuba, au 16e, bon, le 16e siècle, c'est l'époque de l'installation des colons, hein, asentamiento, hein. Donc 1511-1550, donc la mise en esclavage des Indiens, ce sont les Indiens taïnos, qui font partie du groupe linguistique des familles des Arawaks et des Caraïbes, enfin une autre partie des Caraïbes, mais il y en a plus dans les petites Antilles. Là, c'est plutôt les taïnos, les plus pacifiques, entre guillemets, donc que les Espagnols font travailler dans les mines, hein, les mines d'or et de cuivre. Il y a très peu d'or à Cuba, hein, et ils vont vite disparaître, décimés, soit par... au départ, il y a des guerres de conquête, il y a eu des combats assez importants avec Haïti et Cuba, hein, contre les Espagnols, par le travail forcé, hein, dans les mines et autres travail aussi agricole, et puis les maladies et les suicides aussi, il y a eu beaucoup de suicides. Donc les premières esclaves noirs, ils viennent d'Espagne. Si vous étiez là au début quand il y a eu une conférence sur l'Espagne, peut-être que vous vous souvenez que, il me semble bien qu'on en avait parlé, ce sont ce qu'on appelle des negros ladinos, c'est-à-dire des noirs qui viennent d'Afrique via l'Europe, qui ont d'abord été mis en esclavage en Espagne, et qui ensuite ont été envoyés, hein, puisqu'il n'y avait pas encore de traite négrière atlantique, hein, qui arrivent dans la Caraïbe. Là, vous avez déjà un phénomène intéressant, c'est que dans ces premiers arrivages, ce ne sont pas tous des esclaves, même déjà sur les bateaux des conquistadors, vous avez des negros libres, hein, des nègres libres, excusez-moi si je dis nègre, mais c'est dans le sens de Césaire, hein, et sens historique. Donc, vous avez déjà des gens de couleur, comme on disait à l'époque, qui sont libres. Hein, et ça, vous en aurez jusqu'au 19e siècle. Là, vous avez quelques chiffres. Hein, donc, ce sont d'abord des esclaves qui viennent d'Espagne, hein, ou d'Europe. Je vous rappelle que l'Espagnola est encore espagnol, bien sûr, jusqu'au siècle d'après. Hein. Et puis, ce sont des esclaves qui vont, parce que petit à petit, Cuba va être peuplé, va être colonisé, hein, donc avec des esclaves qui vont, vous voyez, de plus en plus importants pour les chiffres. Hein. À la fin du 16e, il y aura environ 1000 esclaves. Bon, les chiffres, c'est assez aléatoire. J'en ai mis quelques-uns parce que ce n'est pas forcément les mêmes selon les ouvrages consultés. Mais là, ce sont des chiffres d'archives. Hein, donc, ces chiffres-là sont assez justes. C'est après, pour les chiffres qui arrivent plus vers le 18e, 19e, qui sont plus importants, il peut y avoir de légères variantes. Hein. Entre le 16e et le 18e, hein, la moitié du 18e siècle, vous avez un certain nombre d'esclaves. Là, je vous mets 40 000 esclaves dans l'île, hein, on est à la fin du 18e.
La population de Cuba, à l'époque, ne fait pas 1 million de personnes. Hein. Donc c'est quand même important, c'est assez important. Hein. Donc ce sont des esclaves qui travaillent dans, j'en reparlerai un petit peu après, dans les cultures donc, dites coloniales, c'est-à-dire pour l'exportation. Hein. Donc la canne à sucre qui va arriver un petit peu après, hein, déjà au XVIe siècle, elle vient des Canaries, hein, elle était déjà cultivée dans les Canaries, hein. Donc elle va être importée, enfin exportée à Cuba. Et puis d'autres matières premières qui vont, donc à l'époque c'est au départ la viande boucanée, hein, les dérivés de ce qu'on appellerait le rhum actuellement, hein, et puis d'autres produits comme l'indigo, hein, et puis comme on dit, l'indigo, hein, et l'anil en espagnol. Hein. Le cacao aussi, et le tabac ça viendra un petit peu après. Le tabac c'est plus encore une matière première de curiosité, hein, mais ça vient des îles. Hein. Hop là, ah, là je sais plus, il ne faut pas que je touche la souris, excusez-moi. La souris c'est pour la flèche. Hein. Alors, donc ici, c'est général, hein, je vais revenir après sur les conditions de l'esclavage. Alors, vous voyez ici, je vous mets en 3e point, à la fin du XVIIIe siècle, commence à arriver. Vous savez que les premières révoltes d'esclaves à Saint-Domingue, qui est l'île française, hein, depuis le XVIIe, hein, donc c'est l'île à sucre, hein, c'est la grande île productrice de sucre. Hein. Cuba n'est pas encore cette grande île productrice qu'elle va devenir après. Quand les premières révoltes éclatent, la date officielle c'est 1791, mais il y avait déjà du marronnage bien avant, hein, il y avait déjà des soulèvements. Et donc, quand l'esclavage est aboli la première fois à la Convention 1794, hein, par la Révolution française, une partie donc, dans les révoltes sur Saint-Domingue, donc une partie des colons français se sont échappés, ont émigré à Cuba, en Louisiane, dans d'autres pays de l'Amérique latine. Hein, et donc, beaucoup de Français de Saint-Domingue, hein, vont arriver à Cuba, sur la partie orientale, ah oui, ça j'ai oublié, avec 30 000 esclaves. C'est beaucoup, hein, parce que c'était quelques centaines de colons. Hein. Oui, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, il faut savoir qu'à Cuba, vous avez 2 régions, enfin il y a plusieurs provinces, mais on sépare l'île en 2 régions. Vous avez la partie occidentale, là, si vous voyez ma flèche, hein, les villes du nord, c'est une région très négrière, il y aura beaucoup de ports négriers. Mais pas tout de suite. Hein. L'autre partie qui s'appelle Oriente, la partie orientale, hein, donc plus l'autre moitié de l'île en descendant, de Camagüey jusqu'au sud, jusqu'à Santiago de Cuba, hein, Guantánamo, etc. Toute cette partie-là, c'est les montagnes. Une partie des montagnes et une partie des llanos, des plaines, hein, où justement on cultivera plus tard la canne à sucre. Hein, et dans les montagnes, c'est le café. Parce que les Français de Saint-Domingue, hein, avec leurs esclaves, qu'on appellera à Cuba los haïtianos, les Haïtiens, ça y est, ma souris est partie, ici, hein, à Saint-Domingue, donc ils vont se réfugier, les Français, et s'installer à Santiago, dans toute cette partie orientale, et vont développer le café, la culture du café, qui se produisait à Cuba, mais de façon très limitée. Hein. Ils vont faire des cafetales, des grandes plantations de café, aussi avec des esclaves. Hein. Mais plus il y en aura partout dans toute l'île des Français, hein, et ils sont toujours des Cubains d'origine française, avec leurs esclaves, donc d'origine haïtienne, hein, africaine, hein, et on en parlera peut-être la prochaine fois. Hein, donc voilà, donc la partie orientale, hein, la partie du sud, et puis la partie du nord. Oui. Bien, attends. Alors, donc là, juste pour vous dire que quand l'île de Saint-Domingue donc va du point de vue économique, cesser d'être l'île à sucre, hein, et la production sucrière intensive va être déplacée sur Cuba. Donc Cuba va en profiter. En plus, c'est une île très étendue. Donc, elle va développer, à partir de 1789, quand l'Espagne ouvre la tête négrière, enfin le commerce de la tête négrière de façon beaucoup plus ample, avec d'autres entreprises qui ne sont pas seulement espagnoles ou portugaises. Hein. Donc il y aura une traite négrière beaucoup plus accentuée. Hein. Donc là, vous voyez quelques chiffres. Hein.
de plus en plus important entre la fin du 18e et une partie du 19e. Alors que vous savez que 19e, au début du 19e, beaucoup de pays abolissent l'esclavage. Cuba, c'est différent. Donc, juste pour vous le dire, parce que je ne l'ai pas dit, mais je vais le redire. Donc, vous avez deux étapes entre le début du XVIe siècle, avec les premiers esclaves noirs qui viennent d'Afrique, mais via l'Europe, pour travailler dans les mines. Après, petit à petit, à la fin du XVIe siècle, déjà, on a des plantations de sucre et d'autres produits locaux, du coton. J'ai oublié celui-là. Et donc là, c'est l'installation des colons, puisque vous avez des colons espagnols, des migrants espagnols qui vont s'installer à Cuba, qui vont devenir des Américains, de génération en génération, et qui vont donc avoir leurs esclaves. Vous aurez en même temps des Noirs libres et des mulâtres. Le métissage va être très rapide, aussi avec les Indiens. Et jusqu'à la fin du 19e, du moins le dernier tiers du 19e, vous aurez un esclavage étendu dans toute l'île, mais disons de façon réduite, entre guillemets, par rapport à d'autres pays, comme Haïti, par exemple, Saint-Domingue. Et donc, avec l'arrivée des Français de Saint-Domingue, leurs esclaves et l'impulsion économique pour le café, et aussi pour la modernisation des plantations, on va en voir quelques-uns tout à l'heure, los ingenios, les plantations, les usines à sucre, vous allez avoir une intensification de la production sucrière de la plantation de canne à sucre à Cuba. Donc fin 18e et une grande partie du 19e siècle. Et pour arriver à la traite négrière est normalement abolie, mais elle va continuer. Je vais en reparler tout à l'heure, j'ai d'autres chiffres. Et puis, comme le Brésil, Cuba, abolition définitive de l'esclavage 1886 et Brésil 1888. Les deux pays sont en concurrence pour la production du sucre, entre autres. Bien. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur ça. Donc, c'était pour vous montrer. Vous voyez les derniers chiffres, 1840. On est en pleine période d'expansion économique. Les riches planteurs s'enrichissent de plus en plus avec le commerce du sucre. Là, c'est déjà le commerce illégal de la traite négrière, qui est toujours plus ou moins toléré à Cuba, qui alimente d'ailleurs d'autres marchés, aux États-Unis et en Amérique du Sud. 436 000 esclaves dénombrés, selon les chiffres, le recensement de la fin du 19e siècle. C'est plus de la moitié de la population. Si on a le temps d'en parler, on verra ce que ça provoque chez la population blanche, la peur du nègre, comme on disait, le péril noir, et qui va augmenter justement les préjugés, le racisme, la ségrégation raciale, le mépris envers tout ce qui a trait aux Africains, aux origines africaines et aux pratiques discriminatoires. Alors, Cahier des Anneaux de la Mémoire, si quelqu'un me retrouve la référence, ça me ferait plaisir que vous me la donniez. Ça fait quelques années que j'ai fait cette photocopie. Je ne sais plus d'où je l'ai tirée, donc je suis désolée, mais merci Cahier des Anneaux de la Mémoire. C'était un élève à moi, un étudiant de la fac qui m'avait prêté ça. J'avais fait tout de suite photocopie et je n'ai pas noté, ou je l'ai perdu, la référence. Donc si jamais vous me la retrouvez. Alors, je vais vous parler en fait des origines des esclaves, de ce qui a été recensé à Cuba, qui est très étudié donc depuis des dizaines d'années, notamment par les auteurs dont je vous ai cité tout à l'heure certains noms, de Fernando Ortiz, qui était un ethnologue des années 20, 30, 40 jusqu'aux années 60. Il travaille sur les origines africaines à Cuba, les esclaves, jusqu'à Jesus Guanche, qui est un grand ethnologue cubain actuel, contemporain, qui a écrit beaucoup de livres sur ce qu'il appelle l'ethnicité à Cuba, c'est-à-dire autant les origines africaines, des Cubains, des esclaves, et que les autres origines, puisque Cuba est un pays métis, avec les origines espagnoles, il y en a différentes origines, les Chinois, les Européens, les Asiatiques, et bien sûr les Indiens d'Amérique, qui sont un peu mélangés aussi. Alors, bon sang, Gérard, je mets pour mes étudiants, parce qu'il y a la carte, il faut qu'ils voient la carte d'Amérique, parce que des fois, ils oublient, il faut qu'ils s'habituent à tout ça. Donc ici, je vous disais tout à l'heure, donc ce sont des cartes anciennes. Mais vous avez ici les îles du Cap-Vert, Cabo Verde. Donc d'ici, toute cette partie-là de l'Afrique de l'Ouest, jusque cette partie-là qui est en fait correspond au Nigeria actuel. Et on descend pour les zones bantou, d'influence bantou, Congo, jusqu'au sud là pour l'Angola.
de toute cette partie-là, vous avez des ethnies qui ont alimenté le trafic négrier, qui a ensuite été donc emmené, déporté en Amérique, notamment dans les îles, hein, et au Brésil. Alors, vous avez plus, par rapport aux chiffres, parce que tous ces historiens travaillent sur les chiffres, donc les livres de bord, hein, les livres de commerce, hein, de compte, donc il y a des noms d'ethnies africaines, hein, donc c'est un travail d'archives, hein, qui a duré près d'un siècle, qui est toujours en activité, et il y a plus de 300 peuples différents, peuples ethniques. Hein. Mais disons qu'à Cuba, il y a 3 influences majeures, hein, pour l'origine africaine de ces esclaves, donc qui a ensuite conformé la culture cubaine, hein, les racines africaines de la culture cubaine. Vous avez ce qu'on appelle, je vais vous le montrer après les noms, toute cette partie-là de l'Afrique de l'Ouest, qui correspond plus ou moins à ce qu'on appellerait l'ancienne Afrique coloniale francophone, hein. Toute cette partie-là, qu'à Cuba, on désigne sous le nom de Mandinga, Mandingue, qui est plus que le peuple mandingue, hein, qu'on connaît du Mali, mais qui est beaucoup plus grand. Mais toutes ces ethnies et peuples qui forment cette partie-là, vous avez une partie très importante qui alimentait toute l'Amérique du Nord au Sud, hein, qui correspond au Nigeria actuel, Bénin, Ghana, Togo. Enfin, il faudrait que je dise dans l'autre sens, Nigeria. Je vais vous le montrer après. Et donc ça, c'est les Yoruba, hein, qui est très important pour Cuba, Trinidad et le Brésil. Hein, et ensuite, le Sud, l'Afrique centrale et le Sud, avec les peuples bantous, hein, Congo, qu'on appelle Congo à Cuba. Hein, Congo, Angola. Hein, je vais vous montrer après les noms. Je veux juste situer géographiquement. Bon, peut-être que vous connaissez mieux que moi, mais c'est important de... Donc en fait, là, vous avez une carte qui correspond à une carte ancienne de l'époque du trafic négrier. Et vous avez, ici, vous avez le golfe du Bénin, avec la côte des esclaves, la côte d'Or. De toute cette partie-là, vous aviez des comptoirs, donc portugais, espagnol, français, hollandais, anglais, selon les époques, hein, qui vont alimenter. Alors au départ, c'est plutôt situé par là, l'Afrique de l'Ouest et cette partie-là, hein, pour le Ghana, Togo, Bénin, enfin l'actuel Bénin, l'ancien Dahomey et le Nigeria. Excusez-moi, j'ai travaillé avec ma souris. Toute cette partie-là autour du fleuve Niger. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Excusez-moi. Oui. Je vais vous interrompre 2 minutes. D'accord. Celui-ci devrait fonctionner. On devrait peut-être mieux vous entendre. Voilà. Donc si vous voyez ma petite flèche là, il y a sur la côte une ville qui s'appelle Calabar. Je ne sais pas si vous le voyez. C'est l'embouchure d'un fleuve. C'est trop petit. Vous voyez ma flèche là? Sur la carte, c'est là, Calabar. Je vais en reparler tout à l'heure. Là, vous avez aussi des peuples spécifiques qui vont être donc déportés en esclavage à Cuba. Et vous verrez pourquoi je vous en parle. Et après, toute la partie du sud, hein, Congo, Angola. Hein. Alors, attends. Voilà. Je pense que c'est un Faut peu que je mieux. m'avance. Attendez, je vais avancer plutôt le micro. Donc, je vais vous montrer donc la carte. Hein. Donc, toute cette sphère-là, hein, Afrique de l'Ouest, toute cette partie intérieure du Nigeria, hein, les pays Yoruba, hein, je vais vous parler après des ethnies, et jusqu'au sud, une partie du sud, il y a même eu des ethnies qui ont été mises en esclavage, des tribus en fait, de l'autre côté, au Zimbabwe. Ce qui est quand même assez rare pour l'Amérique. Hein, vers la fin, puisque c'était clandestin, ils ont été cherchés. Alors, voilà. Donc là, j'ai fait un petit tableau parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Hein, il y a à peu près 300, même un peu plus. Hein, selon les arrivages, selon les époques aussi, hein, si c'est le 16e, si c'est le 17e, le 18e ou le 19e. Et donc là, vous avez plusieurs groupes hein, ethno-linguistiques. Hein, les premiers, disons, à arriver et les derniers, parce que selon les époques, pratiquement du 16e jusqu'au 19e, on a des peuples qu'on appelle Mandinga à Cuba, Mandingue et Guinéa. Hein, Guinée, mais c'est pas tout à fait la Guinée actuelle. Hein, c'est les comptoirs européens, donc c'est l'époque... en fait, il y a des compétitions, hein, des concurrences entre certains ports négriers, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, quand l'Espagne laisse, on va dire, elle avait le monopole, hein, avec la Compagnie des Indes de Séville, et elle va, disons, lâcher du lest, entre guillemets, pour pouvoir développer la traite négrière avec d'autres compagnies qui ne sont pas seulement espagnoles ou portugaises, hein, donc les européennes, des autres pays. Et là, vous avez donc des peuples hein, qu'on appellera Mandinga, qui étaient
pas très réputé à Cuba, chez les colons, les esclavagistes, parce que les maîtres, parce qu'ils étaient rebelles, hein, les Mandingas. Donc c'est resté dans l'imaginaire. On en reparlera quand la prochaine fois. Je vous montrerai des poèmes, par exemple de Nicolas Guillen. Hein. Le Manding à Cuba, c'est l'esclave qui est très fier, qui est très révolté et qui va organiser sur certains points de l'île du marronnage, hein, de la révolte dans les plantations. Mais c'est pas le mandingue actuel qu'on connaît. Hein. C'est un mot générique, si vous voulez, qui va englober plusieurs peuples et ethnies. Alors là, vous avez donc toute cette partie, hein, jusqu'à pratiquement le Dahomey, l'ancien Dahomey, hein, selon les arrivages, parce que si vous voulez, sur les listes, les archives qu'on a, les listes des bateaux négriers, hein, on mettait il n'y avait pas de nom, on considérait que l'esclave n'avait pas de nom, hein, on mettait seulement le port d'embarquement en Afrique, ce n'était pas forcément son port d'origine, hein, on pouvait mettre Gorée et il venait de l'intérieur du Mali ou du Sénégal actuel, il pouvait être Wolof, Bambara, etc. Hein. Donc tous ces peuples malinqués, hein, Côte d'Ivoire, hein, à Cuba, on les appelle les Mandingas ou Guinéens. Hein. Et il y en a eu dès le 16e, jusque pratiquement, on a des traces jusqu'au 19e. Hein. Le peuple qui a le plus donc marqué l'histoire de l'esclavage à Cuba et au Brésil et dans d'autres îles, mais surtout à Cuba, c'est les Yoruba, hein, Yoruba, hein, donc qui en fait viennent, c'est le Nigeria actuel, une partie du Nigeria actuel, plutôt l'ouest, hein, enfin sud et nord, selon comment on se situe dans le Nigeria, c'est le long du fleuve Niger, et une partie Bénin, puisque les Yoruba étaient une grande civilisation à l'époque de leur empire, qui avait colonisé certains peuples qu'on appelle les Wefon, hein, enfin une partie, qui sont situés actuellement, enfin leurs descendants, Bénin, Ghana, Bénin. Hein, Bénin, Ghana. Pour être, donc, Nigeria, Bénin, tout le pays Yoruba. Hein. Alors là, ce que je vous mets, pour ceux qui ne connaissent pas, Ife-Oyo, ce sont des villes, c'était des grands royaumes, hein, à l'époque des civilisations. Les Yoruba ont été négriers aussi, hein, ont participé au trafic négrier, et après, bon, selon les décadences de leur société, ils ont été aussi mis en esclavage. C'est parmi les derniers esclaves arrivés, 18e, 19e, hein, la situation s'est retournée, ils ont été aussi mis en esclavage. Vous avez donc Yoruba et Wefon, hein, ce sont des peuples assez proches linguistiquement et culturellement, hein, et donc à Cuba, les Yoruba seront vous allez voir les chiffres, hein, les plus, enfin de ce qu'on connaît en tout cas, les esclaves les plus importants. Vous avez des variantes à l'intérieur de ces Yoruba, c'est un peu compliqué, mais il y en a plusieurs. Hein. Donc, Iyesa, il manque les accents en espagnol, hein, parce qu'on accentue à la fin de la syllabe pour les mots d'origine africaine, la plupart. On devrait dire Iyesa, Yoruba. Hein, bon, enfin. Et Arara, c'est aussi un peuple, un nom qu'on utilise à Cuba pour désigner les esclaves. Arara, Arara Savalu, Cuevano, bon, ce sont des noms ethniques, si vous voulez, d'ethnie, de peuples très proches, qui étaient très proches des Yoruba du Nigeria, et qui ont donné une tradition musicale, une langue aussi, qui s'est parlée à Cuba à l'époque de l'esclavage, une tradition musicale qui existe toujours, et qui fait partie de ces traditions qui existent encore aujourd'hui, hein, qui sont assez proches des Yoruba, mais si vous voulez, pour ce qu'on appelle les Arara à Cuba, donc ça vient de Ara, qui est aussi une ville africaine, qui est alors je ne sais plus si c'est Bénin ou Togo, je crois que c'est Bénin. Hein, donc c'est la déformation linguistique. Arara, c'est ce qu'on utilise en espagnol pour désigner ces esclaves qui viennent de cette région-là. C'est en fait les peuples les plus proches, et Wefon, des esclaves qui ont été en majorité en Haïti, qui ont donné le vaudou haïtien. Hein, les Fodum, hein, les dieux du vaudou d'Afrique, hein, du Bénin, hein, viennent de la même région ici, Adra, Arara pour Cuba. Donc on a Mandinga, Mandingue, hein, qu'on utilise à Cuba, Guinea, qui est en fait toute cette Afrique de l'Ouest, hein, Yoruba, hein, Arara, qui sont assez proches des Yoruba, qui étaient plus dans la partie centrale de l'île parce qu'on développait plus la plantation à grande échelle dans cette partie-là. Ils étaient concentrés, ils sont arrivés surtout au 18e et 19e. Et ensuite, vous avez une autre famille linguistique très importante qu'on appelle les Congos, qu'on peut écrire avec un C ou un K, hein, Congo. Donc, ce n'est pas le Congo pays actuel, hein, c'est une famille hein, linguistique hein, qui va renvoyer à plusieurs peuples, hein, donc regroupés autour des Bantous.
hein, donc Afrique centrale, les deux Congos, enfin les deux anciens Congos, et jusqu'à une partie du sud qu'on appelle Angola, hein, vous avez ici, en bas, hein, Congo-Angola pour l'Afrique actuelle. Hein, donc pas Congo, Kikongo, Loango, Mayombe, bon, ce sont des ethnies ici qui ont été esclavagisées, déportées en Amérique. Je ne sais pas si on dit esclavagisées, ça fait bizarre, hein, enfin bon. Mises en esclavage, excusez-moi, hein, et qui ont laissé des traces. Et c'est ça qui est intéressant à travailler aussi, puisque toutes ces traditions africaines ont été mélangées entre elles et métissées avec les cultures dominantes qui sont les espagnoles, les françaises, les européennes, mais la trace africaine est très importante et on retrouve hein, la trace Yoruba, la trace Congo et la dernière qui est Abakwa ou Nyandio, hein, qui est là, ce sont des esclaves qui sont arrivés au 19e siècle, notamment. Hein. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai parlé du Calabar, qui est en fait l'embouchure du fleuve, sur la côte, donc on est au sud du Nigeria. Hein, je vous ai parlé du Nigeria pour le nord-ouest, et une partie du sud avec le Bénin, hein, pour les Yoruba. Là c'est des peuples qui sont en fait plus proches, si vous connaissez un peu, du Gabon, hein, Cameroun-Gabon, enfin pour les origines... c'est compliqué, mais Ibo, Ibibio, Efik, Efor, ces peuples-là ont été beaucoup déportés aux Antilles, hein, Jamaïque, hein, Congo aussi. Hein. Pour les petites îles, hein, c'est différent, c'est plus Ewefon, hein, Afrique de l'Ouest. Hein. Mais bon, selon les époques, c'était mélangé. Donc pourquoi j'ai mis tous ces noms-là? Il y en a beaucoup d'autres, avec des noms très différents. Vous pourrez consulter tout ça si un jour, si vous lisez l'espagnol déjà, mais vous avez des atlas, tout ça c'est répertorié, vous avez toutes les origines ethniques. Hein. C'est parce que ces peuples-là, qui ont été donc déportés et déculturés en Amérique, ont réussi déjà à survivre hein, dans le milieu de l'esclavage et ont organisé une espèce de culture de résistance, hein, donc déjà pour survivre humainement, hein, dans le cadre de l'esclavage, et puis ont préservé certains traits culturels qui ont fini par se fondre, hein, mais de façon prépondérante. Hein. Ça on le dit maintenant, mais il y a un siècle on ne disait pas ça. Hein. De façon prépondérante, hein, pour former des cultures afro-créoles, afro-caribéennes, afro-américaines. D'accord, hein. Et d'ailleurs, le Yoruba, le Abakwa, le Congo se parle à Cuba dans les traditions religieuses, dans les musiques, dans les tambours. Hein. Il y a beaucoup de ces traditions-là qu'on peut reconnaître, qui ont été étudiées. On reconnaît si c'est du Yoruba, si c'est du Harara, si c'est du Ewefon, tout ça, on le connaît très bien. D'accord? Donc là, vous avez donc Jesus Guanche, cet ethnologue dont je vous parlais, qui est un de ceux qui a le plus travaillé, enfin il y en a d'autres, hein, il hérite de tous ces anciens historiens, depuis Fernando Ortiz, hein, qui a beaucoup travaillé, donc qui est en fait, si vous voulez, comme un académicien, membre de ce qui correspondrait au CNRS cubain, si vous voulez, hein, et qui a fait donc des recherches sur l'africanité et l'ethnicité à Cuba, mais beaucoup d'autres. Donc là, j'essaie de prendre des chiffres plus récents, hein, et vous voyez, selon les chiffres officiels, les archives, hein, ici vous avez donc la prépondérance de ce qu'on appelle le Lukumi. Hein. Lukumi, donc c'est un dérivé linguistique, une dérivation de Ulkumi, qui est une ville du Nigeria. Donc c'est pays Yoruba. En bleu, ici, ce sont les influences Yoruba du Nigeria. Ce qu'on appelle à Cuba Lukumi. Hein. Ça a été hispanisé, si vous voulez, ou créolisé. Hein. Donc Lukumi, c'est les Yoruba. D'accord? Donc vous voyez, c'est très important. Et c'est aussi parce que c'est les derniers arrivés, hein, pratiquement. Donc ils ont laissé plus de marques, ils ont survécu. Alors que les premiers, l'esclave qui arrivait en Amérique, il durait 5-6 ans, hein, dans les plantations de sucre. Il mourait. Hein. Donc certains survivaient, heureusement. Et de génération en génération, les traditions africaines hein, donc, évoluaient, mais ça restait cette prédominance du Congo. Le Mandingue, pratiquement, n'a rien laissé, sauf sa réputation d'être un esclave très rebelle. Hein, mais du point de vue morphologique ou linguistique, on n'a rien. Peut-être la musique encore, pour la kora et encore. Hein. Enfin, maintenant, ça s'étudie beaucoup. Par contre, le Yoruba et le Congo, oui. Et le Abakwa. Abakwa, c'est Calabar, c'est le sud du Nigeria. C'est autre chose. Efik et Fort, c'est des peuples différents. Donc là, vous avez Lukumi, vous voyez, pas la moitié, mais presque. En rouge, c'est le Congo, ce qu'on appelle le Congo à Cuba. Donc c'est toute la partie bantou, hein, ce qu'on appelle les peuples bantous, donc Afrique centrale et Afrique du Sud, c'est-à-dire
plutôt sur l'Angola, hein, l'Angola actuelle, hein, ce qu'on appelle les Angola. Hein. Donc ça, je vous montrerai tout à l'heure des images. Oh là. Les Congos ont laissé beaucoup de traces dans la musique, dans la rumba, la vraie rumba. Hein. Les tambores de yuca, enfin c'est plusieurs styles de musique qu'on appelle Congo, qui est très, très forte, enfin très africaine. Hein. Par contre, la langue Congo a influencé l'espagnol actuel de Cuba, mais il n'y a plus de Congo parlé, alors que le Yoruba est parlé dans les rites religieux, dans la religion, la santeria, comme le candomblé au Brésil. Hein. Bien. En vert, vous avez les Karavali. Alors, les Karavali, c'est le calabar, c'est la déformation linguistique de calabar, le porc négrier, hein, du sud du Nigeria. C'est devenu en espagnol de Cuba, Karavali. Essayez de le retenir parce que tout à l'heure, je vous dirai quelque chose. Donc, Lukumi, c'est Yoruba, à Cuba, Congo, hein, Bantou. Karavali, c'est calabar, c'est les ancêtres, les hommes léopards, hein, pour ceux qui connaissent, les peuples Efik et Efor en particulier. Hein. Alors, vous avez ensuite d'autres peuples. Donc, je vous ai parlé des Arara. Vous voyez là en bleu, hein, qui sont assez importants, mais dans la partie centrale de l'île, où il y avait, enfin, dans ce qu'on appelle la province de Matanzas. Hein. Matanzas Cardenas, c'est en fait souvent des peuples qui sont arrivés au moment de l'expansion de la traite clandestine. Hein. Ils ont été concentrés dans cette partie-là. C'est pour ça que ces Arara ont conservé certaines de leurs traditions linguistiques. Et Wefon, hein. Les Arara, ce sont des Wefon. Hein. Et Wefon, je ne sais pas comment on dit en français, excusez-moi. Wefon. Vous avez d'autres, hein. Il y a les Ganga ou Gaga. Mandinga, vous voyez, il y en a quand même un petit peu, mais c'est moins important. Hein. Alors après, bon, Mina, Makwa. Les Makwa, ce sont les Mozambiques, hein, de l'autre côté, l'Afrique de l'Est. Hein. Et les Guinéens, alors là, les Guinéens, c'est un peu de tout. Hein, ça va du Sénégal jusqu'à la Côte d'Ivoire, à peu près. Hein, alors, si vous voulez, ce sont des noms génériques, il y en avait d'autres, hein, mais c'était les groupes les plus importants, mais souvent, ça ne correspondait pas à la réalité, puisque le capitaine du bateau négrier, lui, il mettait l'esclave qui était prisonnier dans comment on dit, là, les baraques, où on les isolait avant de partir sur le bateau. Hein, donc, selon les arrivages, hein, parfois ils venaient du Calabar, donc on mettait Calabar, mais ils n'étaient pas forcément Calavali, ils pouvaient être Congo ou autre chose. Hein. Bon, enfin, c'est l'étude qui est faite. Voilà. Bon. Alors, bon, tout ça, vous connaissez. Donc, je voulais quand même parler de ça, ça me semblait important. Voilà. Alors, tout ça, oui, parce que je voulais vous dire, à Cuba, donc, beaucoup de Noirs, donc descendants d'esclaves, hein, ont oublié ou ne connaissent pas leurs origines. Hein, puisque quand l'esclave qui était déporté, il perdait tout. Hein, il perdait son identité, son nom, son origine, qu'il soit jeune ou moins jeune. Il y avait cette imposition d'une déshumanisation complète. Hein, pour être mis en esclavage, c'est travailler de façon intensive. Hein. Donc ça restait dans la mémoire orale, la mémoire collective, occultée. Et il y avait certaines caractéristiques comme les marques, les scarifications, hein, certaines caractéristiques qui pouvaient orienter l'origine de l'esclave, hein, les mandingues, les Congos, etc. Selon leur... les Karavali, du Calabar, ils avaient les dents incisées, je ne sais pas comment on dit, enfin pointues. C'était des techniques guerrières, puisque c'était des peuples guerriers. Hein. Donc on connaît un petit peu, mais si vous voulez, les descendants, pratiquement oubliés, sauf les derniers, pour ceux qui sont arrivés au XIXe siècle, les grands-pères ou les aïeux, bon, plus ou moins, certains savent, mais pas tous. Hein. Parce que on a oublié, le colon a fait oublier à l'esclave son origine, et aussi la société a voulu oublier ce passé. Hein. Mais certains le savent, par contre, les cultures d'origine africaine qui sont pratiquées à Cuba, on connaît, on a étudié, ce n'est plus un tabou depuis l'œuvre de ces historiens, hein, et aussi la pratique culturelle hein, qui s'est développée au XXe siècle. On sait de quelle origine est telle musique, ou un mélange d'origines, puisque c'est souvent des musiques et africaines et européennes. Hein. Bien. Alors, oui, alors je vous disais, donc il y a un dicho, un proverbe à Cuba qui dit « Quien no tiene de Congo, tiene de Caravali ».
Alors, bien sûr, vous ne savez pas, mais pour ceux qui parlent espagnol, parce que c'est un proverbe, donc il y a un rythme, hein, enfin ça sera pour une autre fois, une autre conférence. Hein. Donc celui qui n'a pas de Congo, donc qui n'est pas d'origine Congo, bantou, eh ben c'est un Caravali. Et s'il n'est pas Caravali, il est Mandinga. Hein. Si vous lisez un auteur comme Alejo Carpentier, hein, qui est le grand auteur cubain, justement un des premiers à mettre l'esclave au sein de la littérature, du roman, comme un héros littéraire, hein, ce n'était pas le cas, enfin, en tout cas jusqu'au 19e, jusqu'au 19e, son héros, il est Mandinga, parce que c'était le Mandinga, c'était le rebelle, c'était le cimarrón, le nègre marron. Hein. Mais bon, ça, ce sont des traditions qui sont héritées de l'esclavage. Hein. Pour montrer que, bon, ben, beaucoup, hein, et ça va être une obsession des écrivains contemporains du XXe siècle, hein, l'origine africaine qui est perdue. Hein. Certains la connaissent, mais très peu, parce qu'il y a eu une lueur noire, qu'on a voulu oublier tout ce passé. Hein, c'est à partir du XXe où on s'intéresse à toutes ces traditions, ces origines. Hein. Alors, donc, le trafic négrier, donc, qui s'est opéré pendant presque 4 siècles à Cuba. Donc là, vente d'esclaves, tout ça, vous connaissez. Ça marche plus. J'ai fait ce qu'il fallait pas. Hein. Excusez-moi. Alors, je me remets dans le bas. Donc là, c'est quelques photos d'esclaves. Il y en avait bien sûr très peu. Les esclaves sont très peu représentés. Moi, j'ai travaillé le sujet dans la poésie, hein, dans la littérature, dans la peinture. Hein. Vous verrez comment ils sont... Là, ce sont des photos, mais la plupart des peintures, les esclaves ou les noirs d'origine, donc les livres d'origine esclave, sont caricaturés. Hein. Donc ici, on a quelques photos d'esclaves, puisque au 19e siècle, jusqu'en les années 60-70, l'esclavage existe toujours, jusqu'aux années 80. Hein. Donc là, vous avez quelques photos. Alors, vous voyez comment on... Donc, il n'y a que le prénom, puisqu'on leur donnait un prénom chrétien, puisque les esclaves en Amérique espagnole étaient évangélisés. Hein. Ils avaient une âme, apparemment. On leur donnait un prénom. Ils portaient généralement le nom de famille du maître, de la plantation où ils travaillaient, ou de la maison où ils travaillaient s'ils étaient domestiques. Hein. Donc tous les noms espagnols, hein, si ce sont des Noirs qui les portent, hein, ils portent le nom du maître de leurs ancêtres, et qui était esclave. Hein. Alors ici, vous voyez, vous avez, bon, c'est en espagnol, hein, bon, donc plusieurs esclaves. Le premier, c'est un esclave Mina, donc Afrique de l'Ouest. Hein, cochero, c'est je vous en reparlerai de celui-là, qui conduisait la diligence, enfin le carro, le coche, pardon. Pas chauffeur, c'est trop moderne. Le cocher, voilà, excusez-moi, merci. Cocher, bah oui, je suis bête. Le cocher, alors lui, il est mis, ouais, on met l'origine, parce que souvent, quand ils vendaient des esclaves, puisque l'esclave qui arrivait en Amérique, il restait pas toujours au même endroit. Hein, surtout pour les esclaves domestiques, ils pouvaient être vendus à plusieurs maîtres de plusieurs régions, selon les besoins économiques, hein, ou même s'ils travaillaient dans la plantation de sucre, ils pouvaient être vendus d'une plantation à une autre. Hein. Donc il fallait que ce soit des esclaves plus souples, plus dociles. Hein. Certains l'étaient, hein, et ceux qui étaient les plus rebelles, comme les Mandingas ou les Congos, donc c'était important pour le maître ou l'acheteur ou le vendeur de préciser s'il y avait une... Donc ça, ce sont pour les esclaves qu'on appelait les bossales, hein, los bossales, qui venaient d'Afrique directe. Hein, puisque les esclaves créoles, on utilisait le mot negro criollo, donc les nègres qui étaient nés en Amérique, donc descendants d'esclaves, mais qui étaient nés en Amérique esclaves, hein, soi-disant, ils étaient plus dociles. Vous verrez après les chiffres, en fait, dans le marronnage qui va se développer de façon très importante, les révoltes d'esclaves, hein, au 18e, au 19e, la plupart, en grand nombre des esclaves qui marronnent, hein, qui se sauvent et qui s'enfuient et qui incendient les plantations, la plupart sont créoles, ils sont nés en Amérique. Hein. Certains sont Lukumi, Mandinga, Congo, hein, donc qui ont leur origine africaine quand ils sont arrivés déportés en Amérique, mais beaucoup étaient créoles. Hein, donc l'esclavage n'était pas plus doux dans les colonies espagnoles que, selon la légende, dans les colonies françaises ou anglaises. Hein, il y avait certes plus de mélange des populations, puisqu'il y avait des blancs pauvres, il n'y avait pas que des riches colons blancs. Hein, il y avait des blancs pauvres qui avaient des esclaves, il y avait des noirs qui avaient des esclaves, qui étaient des noirs libres. Il y en a eu dès le départ, hein, dès le XVIe siècle, hein, qui ont acheté leur liberté. Hein.
et des métis aussi, hein, des mulâtres, qui avaient aussi des esclaves. Hein, bon. Oui, alors, bon, c'est pas ce que je voulais dire, mais ça fait rien, j'ai encore touché ce qu'il fallait pas. Attends, hop là. Voilà, donc là, vous avez donc ici des esclaves. Donc, c'était pour introduire, hein, mais pour que vous voyez, on mettait bien l'origine, quand on la connaît, de l'esclave. Alors, ça peut être une origine de génération en génération. Si on savait que ses parents étaient Lukumi, qui venaient d'Afrique, du Nigeria, on le mettait, hein, mais ça pouvait être aussi des gens. Bon, ici, c'est Lukumi, hein, Congo, ils étaient bossal, ils venaient d'Afrique. Hein. Donc, vous avez des cuisiniers, vous avez des travailleurs manuels. Donc là, ça veut tout dire, hein. Ils faisaient tout. Hein. Et là, bon, ce sont des photos qui ont été prises pour en fait, c'est les années 60. On a encore l'esclavage dans les grandes plantations sucrières, hein, dans les villes, dans l'esclavage domestique. Mais vous avez aussi, on commence à utiliser et des ouvriers libres, soit africains, soit chinois. Les Chinois sont déjà arrivés pour travailler dans certaines plantations. Hein, et aussi des travailleurs domestiques, hein, qui vont soi-disant être payés, mais en fait, ils n'étaient jamais payés. Donc, ils étaient pratiquement traités comme esclaves. Mais là, c'est clair, on les appelle africains, donc esclaves. Hein, pour construire un aqueduc, en fait, ils étaient loués pour des tâches bien particulières. Ça, je vais aussi en reparler si j'ai le temps tout à l'heure. Voilà, donc là, la même chose. Hein. Donc on est au 19e. Hein. Dans certains pays, l'esclavage est terminé, est aboli. Hein. À Cuba, ça continue. Hein. Avec cette façon, hein, de désigner l'esclave, son prénom, son âge, ça c'était très important, hein, et puis son origine. Hein. Selon les tâches qu'ils avaient effectuées, parce que les Lukumi étaient considérés comme des gens très forts. Hein. Et puis les Congos aussi, selon les Congos étaient plus dociles pour certaines tâches domestiques, etc. Enfin, ça, c'était la mentalité des maîtres. Bon, alors là, je ne sais plus ce qu'il fallait faire. Vous voyez pas tout, bon, ça fait rien, je vais me débrouiller. Alors, juste des petites choses rapidement, hein, pour revenir sur les dates. Dans l'Amérique hispanique, hein, on pratiquait la carimba, c'est-à-dire le marquage au fer rouge, de l'esclave quand il était, une fois qu'il était vendu sur le port, dès l'arrivée du bateau négrier. Il faut le réduire. Oui. Ça a été interdit à la fin des 18e, mais on a continué à le pratiquer. Hein. Donc la carimba, ça s'appelait la carimba dans plusieurs pays. Hein. Ça a été pratiqué jusqu'au 19e, hein, au départ sur les Indiens et ensuite sur les esclaves africains. Donc vous voyez, aboli officiellement, il y a eu des décrets royaux de l'Espagne, sur pression des mouvements émancipateurs européens, hein, qui avaient aboli une partie de l'esclavage, ou qui essayaient d'abolir déjà à cette époque-là, à la fin du 18e. Hein, mais on va continuer à les pratiquer parce que il y avait beaucoup de marronnage. Hein, l'histoire officielle ne le dit pas, mais on a des traces de tout ça, et beaucoup d'esclaves s'enfuyaient, hein, donc il fallait pouvoir récupérer l'esclave qui était chassé par les chasseurs d'esclaves, etc., selon la marque qu'il portait. Hein. Cuba est un pays très allongé, très grand, de territoire assez important par rapport aux autres îles, donc pour récupérer parfois les esclaves, c'était un peu compliqué. Donc, ce qui fait que les esclaves qui étaient bien organisés, qui s'enfuyaient dans le monte, la montagne ou la forêt cubaine, ou dans certaines régions où ils pouvaient se cacher, on a ce qu'on appelle des villages de marrons, des palenques, qui ont duré plus d'un siècle à Cuba, qui se sont organisés comme en Afrique, hein, des villages guerriers, hein, avec toute une agriculture pour survivre, la chasse, qui volait aussi dans les plantations, hein, et ils pouvaient survivre. Hein, et donc il y avait toute cette résistance. Alors, si vous voulez... Hop là. Oh, ça y est. Donc, je vous disais que l'esclavage a continué à Cuba. La traite, le premier décret de Ferdinand VII, donc un roi d'Espagne, hein, qui a, en 1817, qui a proclamé l'interdiction de la traite négrière. Hein, dans certains autres pays, elle était abolie, mais à Cuba, en fait, elle a continué de façon assez souple, hein,
la traite négrière a continué de façon plus ou moins légale, hein, jusque dans les années 30. Hein, et après, elle était interdite. Enfin, la date officielle, c'est 1867, mais elle n'a jamais été respectée. Hein. Donc, en fait, il y a des arrivages clandestins de bateaux négriers à Cuba, hein, qui viennent soit direct d'Afrique, soit ils passaient par la Barbade. Enfin, il y avait tout un trafic. Hein, Barbade, certains pays des petites îles de la Caraïbe. Hein, et Cuba alimenté jusqu'en 1865, donc jusqu'à l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, hein, mais aussi d'autres pays du nord de l'Amérique du Sud, hein, Colombie, Venezuela. Hein, tous ces pays-là, en fait, pour le nord de la Colombie, Cartagena de Indias, hein, certains ports du Venezuela, jusqu'au Brésil et Cuba, et des petites îles de la Barbade, parce que c'est la première île en venant de l'Atlantique. Hein. Donc il y avait tout un réseau, si vous voulez, de traite négrière d'abord légale, qui se développe surtout au XVIIe siècle, hein, XVIIe, XVIIIe, et ensuite, au XIXe, une traite négrière clandestine. Hein. Donc là, en fait, c'était des réseaux. Hein, il y avait, c'est pas les États qui organisaient directement cette traite négrière, mais ils en bénéficiaient. Hein. Bien. Les négriers à Cuba étaient pour beaucoup des Espagnols, des Européens. Hein, ils n'étaient pas tous installés à Cuba ou dans les pays. Hein. Beaucoup étaient des commerçants qui venaient d'Europe, qui vivaient en Europe, hein, et qui vivaient donc de l'esclavage. Hein. Bien. Oui, alors donc je vous disais, et si vous voulez c'est important parce que c'est à cette époque-là, les années 20, 30, 40, 50, 60, que se développe l'industrie sucrière, hein, donc une culture de la canne à sucre intensive, hein, pour alimenter donc les villes européennes, hein, européennes d'abord, hein, ensuite le nord de l'Amérique. Et donc là, il n'y a pas de, comment dire, de révolution industrielle comme il y en a eu enfin, en Europe, dans certaines usines à sucre qu'on a pu avoir en Amérique, hein, notamment au nord. Hein. À Cuba, il y en a un petit peu, je vais vous montrer des dessins, des photos. Mais c'est surtout un esclavage, donc une production sucrière qui marche avec la main-d'œuvre esclave. Hein. Et donc, comme elle est très intensive, donc les conditions de travail sont très dures, il y a plus de mortalité, il y a aussi beaucoup de révoltes, donc aussi de mortalité. Hein. Donc, ils importent de plus en plus de main-d'œuvre, et toute l'île de Cuba, je vous ai montré les deux parties, occidentale et orientale, en fait, va se développer parce que c'est très rentable. C'est un des seuls pays en cette fin de système colonial, en fait, hein, qui continue à produire le sucre, le café, le tabac. C'est un petit peu différent parce que il y a des esclaves, mais moins que dans d'autres productions. Le tabac à Cuba est plus associé aux Espagnols d'origine, hein, aux petits paysans espagnols, hein, les Vegas, hein, mais il y aura aussi des esclaves, hein, et d'autres productions, bon, mais c'est surtout le sucre, hein, qui va en fait enrichir les gros planteurs. Hein. Bien. Et comme, si vous voulez, Cuba ne va pas connaître son indépendance comme dans les autres pays d'Amérique latine entre 1810 et 1830, la plupart des pays d'Amérique latine ont fait la guerre d'indépendance pour être indépendants, pour former des républiques, donc pour s'éloigner de la couronne espagnole. Hein. Cuba va continuer à être une colonie espagnole comme Porto Rico jusqu'à la deuxième guerre d'indépendance, hein, en 1898. Et ensuite, elle va tomber sous le giron des États-Unis. Mais si vous voulez, à Cuba, au XIXe siècle, hein, vous aurez plusieurs tentatives d'abolir d'abord la traite négrière et ensuite l'esclavage, mais pas aussi, de façon aussi soutenue que les abolitionnistes anglais ou français, hein, et hollandais, hein, parce que c'est une économie qui est encore rentable malgré, hein, le prix des esclaves qui augmente, les risques de perte des bateaux négriers, parce qu'il y avait donc les Anglais et les Français qui pourchassaient les bateaux négriers qui alimentaient Cuba et les pays, le Brésil. Hein. Malgré tout, ça reste donc pour l'île de Cuba, hein, une production, et aussi parce que, si vous voulez, les mêmes maîtres d'esclaves, les mêmes maîtres, hein, les propriétaires d'esclaves, représentent la grande classe sociale de l'oligarchie créole, hein, les grands propriétaires terriens. C'est eux qui s'enrichissent avec l'esclavage, mais en fait, ils ne sont pas indépendants puisque ça reste une colonie espagnole. Ils dépendent juridiquement et politiquement de l'Espagne, la couronne espagnole, malgré leur volonté, hein, d'être
cubain d'avoir une patrie indépendante. Hein. Il y aura plusieurs étapes dans les années 20-30, 40, hein, dans les années 60, la première guerre d'indépendance, 1868, où les premiers esclaves vont être libérés. Les petits planteurs du sud du pays, hein, je vous avais parlé de la partie orientale, quand ils vont donc organiser la guerre pour avoir l'indépendance, puisque l'Espagne ne voulait pas leur donner, comme ça a été le cas dans d'autres pays du sud ou de l'Amérique centrale. Hein. Donc, 1868, les petits planteurs, donc d'origine espagnole, mais qui sont en créole, américain, hein, cubain, vont libérer leurs esclaves. Ils vont, si vous voulez, conditionner l'indépendance pour former une future république, hein, par l'abolition des esclaves, puisque ça faisait partie de leur idéologie, qui était très influencée par la Révolution française. Hein. Ils n'étaient pas forcément pour l'égalité des races, parce que c'était quand même des blancs d'origine noble, enfin, qui avaient longtemps cultivé la ségrégation raciale et sociale, hein, mais politiquement, hein, ils préféraient développer une économie nationale indépendante des monopoles européens, hein, et des monopoles économiques du Nord, hein, des États-Unis, qui commencent déjà à imposer son expansion économique, qui était aussi esclavagiste. Hein, États-Unis, abolition 1865. Bien. Alors, si vous voulez, c'est compliqué, hein, j'essaie de résumer, mais bon. Donc, en fait, l'esclavage va continuer dans les grandes plantations. Donc là, c'est le sucre, hein, pour cultiver le sucre. Hein. Pour les grandes familles nobles ou moins grandes familles d'ailleurs, hein, puisque les esclaves domestiques, il y en avait beaucoup dans toutes les villes, hein, et dans les campagnes. Hein. Mais déjà en 1868, il y aura des esclaves, des plantations qui vont être libérées par les indépendantistes, qui vont perdre la guerre. Pendant 10 ans, ils vont faire la guerre contre l'Espagne, mais ils vont perdre cette guerre. Il y aura une deuxième guerre, 1895-1898, hein, c'est marqué là. Et entre les deux guerres, hein, il y aura une abolition progressive, 1880. Enfin, c'est pas vraiment une abolition, parce que les esclaves continuent à dépendre de leur ancien maître. Hein, ils ne sont pas vraiment payés par leur ancien maître. Hein, et 1886, abolition définitive. Mais là, c'est l'abandon total. Hein, les descendants, enfin les anciens esclaves, les ex-esclaves, n'ont plus rien. Hein. En général, ils restent dans la plantation où ils sont parce qu'ils n'ont pas d'autres sources de travail, de survie. Hein. Bon. Alors, vous avez plusieurs étapes comme ça, si vous voulez, comment dire, vous avez donc, d'une part, une petite classe sociale, l'oligarchie créole, qui va s'accrocher, hein, dur comme fer, à l'esclavage, hein, à leurs esclaves, et continuer de prospérer. Hein. Ce sont des grandes plantations, je vais vous en montrer des exemples, qui commencent dès le XVIIIe siècle, hein, une industrie sucrière. Vous avez des petits propriétaires, des petits planteurs, bon, ça peut être café, ça peut être d'autres productions, hein, vivrières. Et puis, vous avez donc des esclaves en vie, hein, les esclaves domestiques, hommes et femmes, hein, qui ne sont pas forcément mieux traités parce qu'ils travaillent énormément, hein, 15 à 20 heures par jour, hein, ils sont à la solde des maîtres, hein, et souvent ils se louent à d'autres maîtres pour avoir un peu d'argent pour pouvoir acheter leur liberté. Hein, ce qu'on appelle la manumission et la coartation, c'est tout un système pour acheter sa liberté. L'esclave peut acheter sa liberté. Quand l'enfant naît d'un ventre esclave, d'une mère esclave, il est esclave, hein, il n'est pas forcément libre à la naissance. L'enfant naît esclave de génération en génération, mais l'esclave pouvait acheter sa liberté. Et effectivement, je vous disais tout à l'heure qu'il y a des noirs libres et des mulâtres, parce qu'il y avait aussi des esclaves mulâtres, hein, les esclaves qui étaient violés par les maîtres, hein, ou qui avaient des relations avec les maîtres, plus ou moins voulues, donc les enfants métis naissaient, hein, donc ils naissaient esclaves. Hein. Donc le maître, à sa mort, pouvait, dans son testament, libérer son esclave. Bon, c'était souvent les esclaves domestiques, parce que c'était les esclaves qui connaissaient le mieux, ceux qui s'occupaient des enfants, les nourrices, hein, qui donnaient le sein aux petits-enfants de la famille, de l'oligarchie ou de la bourgeoisie. Les esclaves domestiques, parce que dans la plantation, le maître ne voyait pas ses esclaves. Il y en avait beaucoup. Hein. La dotation, c'était l'ensemble des esclaves qui travaillaient au champ, au moulin, pour les calderas, pour chauffer le sucre, etc., toute la transformation du sucre. Hein. Il y avait plusieurs étapes. Donc c'était difficile qu'un esclave soit libéré par le maître. Hein. Un gentil maître blanc, bon, ça pouvait arriver. Hein, mais enfin, c'était surtout les esclaves domestiques. Hein.
Donc, en fait, si vous voulez, dans la population cubaine, qui arrive presque à 1 million à la fin du 19e siècle, vous n'avez pas que des Noirs qui sont descendants d'esclaves. Beaucoup descendent de Noirs libres, et parfois de plusieurs générations, ce qu'on appelle les Noirs créoles, Noirs ou mulâtres. Donc, il y a une petite bourgeoisie qui naît. Hein, déjà même, enfin, petite bourgeoisie, les petits artisans, parce que il y avait aussi des esclaves, d'ailleurs, qui étaient artisans, musiciens, cordonniers, enfin tous les petits métiers que ne faisaient pas les Blancs. Hein. Les migrants espagnols qui continuaient à arriver jusqu'au début du XXe siècle, hein, ils venaient souvent des campagnes, ils étaient soit ouvriers, hein, mais il y avait très peu de manufactures à Cuba, soit surtout petits paysans, donc les petits paysans blancs de Cuba qui vont, ce qu'on appelle les guajiros, d'origine espagnole, de Canaries, d'Andalousie, Castille et Galice. Hein. En fait, ils vont un peu entrer en concurrence avec donc ces esclaves, oh là, ces anciens esclaves. Donc, oui, je reviens sur mon truc, ça y est, c'est perdu. Hop là. Pour vous dire qu'en fait, oh. Donc je vais revenir. J'arrête de causer, je mets un petit peu là et après je vous montre les images. Parce que je vois que le temps avance. Donc en fait, si vous voulez, à l'époque où donc l'esclavage s'est beaucoup accéléré en fait, hein, pour faire cette culture industrielle de la canne à sucre, hein, au 19e siècle, puisque c'est depuis la fin du 18e, Cuba remplace Saint-Domingue. Hein. Il y a plusieurs couches de la population, hein, qui travaillent à cette industrie d'esclavage. C'est pas seulement les grands propriétaires blancs d'origine européenne. Hein. Il y a aussi les Cubains créoles, hein, soit métis, soit blancs, soit noirs, soit mulâtres. Hein. Et justement, dans la littérature ou la culture très réduite à l'époque, puisque très peu de gens en fait lisaient, hein, il y avait déjà beaucoup de censure coloniale, il y avait très peu de presse, et il y avait très peu de gens qui avaient accès à l'écriture. Les esclaves n'avaient pas le droit, hein, d'apprendre à lire et à écrire, hein, n'avaient pas le droit de se marier. Hein. Donc certains planteurs blancs, créoles, étaient abolitionnistes. Hein, on est déjà dans les années 1830-1840, c'est le romantisme, hein, la grande époque du romantisme en Amérique latine, donc des gens qui étaient marqués par les encyclopédistes français, hein, par les idées des Lumières, qui prônaient une certaine égalité sociale. Bon, raciale, le racisme était très développé, hein, mais ils aidaient parce que c'était bien vu d'aider leurs esclaves, certains, à apprendre à écrire. Il y a certains poètes noirs, esclaves, comme Francisco, hein. Bon, il y en a plusieurs comme ça, hein. On en reparlera la prochaine fois si j'ai le temps. Et tout ça pour vous dire que dans les années 40, il y avait donc toute une petite communauté, hein, de gens qui étaient libres, qui n'étaient pas esclaves, parfois ils avaient des esclaves d'ailleurs, hein, qui étaient noirs ou mulâtres, hein, et qui ont essayé d'organiser avec d'autres conspirateurs, puisque c'est une époque de conspiration contre la colonie espagnole, hein, puisque Cuba était toujours une colonie espagnole. Les créoles blancs et mulâtres voulaient avoir le pouvoir politique, hein, pas seulement le pouvoir économique. Et donc ils vont essayer donc de promouvoir la fin de l'esclavage et la liberté pour tous ces esclaves, et la fin de la discrimination raciale, parce qu'il y avait beaucoup de discrimination. Il y avait des métiers qui étaient interdits aux noirs ou aux mulâtres, même s'ils étaient libres. Hein. Et donc c'est ce que vous avez là, Conspiration de la Escalera en 1844. Hein. Ça va être terrible, c'est ce qu'on appelle l'Año del Cuero. Le cuero, c'est le cuir, hein, c'est le cuir du fouet par lequel on châtiait l'esclave, hein, parce que on avait un gouverneur de l'île, donc espagnol, hein, O'Donnell, qui va donc organiser une grande répression, parce que puisque on est à une époque, 1840, c'est les années où pratiquement il y a plus d'esclaves noirs que de blancs. Donc les blancs ont très peur, hein, ils ont peur que depuis presque plus d'un demi-siècle, voire un siècle, ils ont peur qu'à Cuba se reproduise ce qui s'est passé à Saint-Domingue. Hein, avec donc beaucoup de maîtres blancs qui ont été assassinés, de plantations qui ont été incendiées. Hein. Donc voilà, on entretient en fait de la part de la classe de l'oligarchie, hein, cette séparation avec les Noirs, parce qu'on a peur des Noirs, on a peur de la révolte, hein, que ce soit des Noirs esclaves, parce qu'il y avait beaucoup de révoltes d'esclaves dans les plantations ou dans les villes, hein, et des gens qui étaient libres, qui étaient cubains, hein, créoles, et qui étaient là depuis longtemps, et qui voulaient aussi avoir plus de liberté économique ou d'expression, puisque c'est une époque très répressive pour la liberté culturelle. Hein. Donc là, il y aura plus de 300, ce qu'on appelait des hommes de couleur à l'époque, hein, noirs et métis, qui vont être exécutés, assassinés,
massacrés dans certaines régions de l'île, à La Havane, un poète très connu qui s'appelle Plácido, bon, ce sont un peu des héros maintenant, hein, donc qui ont lutté pour la liberté, mais qui ont été réprimés violemment, parce qu'on avait peur de la rébellion. Alors il y avait deux choses, donc rébellion des esclaves, mais aussi des indépendantistes. L'Espagne a imposé un système très répressif pour garder ses colonies, à Cuba et à Porto Rico. D'accord? Donc les abolitionnistes, les indépendantistes étaient forcément abolitionnistes. Hein, ça correspondait à leur idéal républicain de société d'égalité. Bon, c'est un peu schématique, mais c'est ça. Bon, alors, quelques illustrations. Donc, vous avez donc très peu, on tient compte très peu des Noirs, la présence des Noirs, des esclaves, encore moins à Cuba, dans la culture officielle, qui reste une culture blanche, européenne. Et vous avez un peintre espagnol qui s'appelle Landaluce, qui n'était pas andalou, hein, mais qui s'appelle Landaluce et qui est très connu, qui lui a cultivé un petit peu la caricature, ou ce qu'on appelait le costumbrismo, hein, c'est-à-dire on parle des us et des coutumes, hein, les coutumes locales. Alors ici c'est un ingenio, c'est une plantation, vous avez au fond l'usine, vous voyez, ça marche, hein, il y a la fumée et tout, donc ça produit. Hein, et vous voyez là la vie paisible au champ, les esclaves gentiment coupent la canne à sucre, ça n'a pas l'air trop difficile, ils ont l'air de discuter entre eux, c'est la belle vie, hein, donc c'est pas vraiment la réalité. Hein, donc vous avez une image très idéalisée parce qu'on ne voulait pas voir les horreurs. Hein, c'est les poètes qui s'expriment à l'époque sur ce phénomène de l'esclavage, qui est rejeté par une partie de l'intelligentsia, parlent de les horreurs, hein, de l'esclavage, mais c'est très... on n'en parle pas ouvertement, on ne le dénonce pas ouvertement. Hein, c'est très... Donc ici, alors, c'était pour vous montrer un petit peu les rôles de chacun. La souris. Donc vous avez des esclaves, donc bien habillés, hein, c'était pas le cas, enfin ils ont l'air bien habillés, c'était pas le cas forcément à chaque fois. Vous avez, bon je vais traduire, hein, le monsieur à cheval c'est le mayoral, c'est le contre-maître, il y avait el mayoral, le contre-mayoral, enfin le monsieur à cheval, donc c'est forcément un blanc et un maître, enfin un contre-maître, hein, le commandeur, enfin ce qu'on appellerait après au XXe siècle aux Antilles le commandeur, c'est lui qui donne les ordres du maître blanc, ce n'est pas le maître esclavagiste. Hein. Le maître, il venait pas, lui, il était à la capitale, dans sa maison, c'est pas lui qui travaillait au champ. Hein. Donc le blanc, et vous en avez un autre, je ne sais pas si vous le voyez à côté de la roue, là, qui tient un objet, il y a plusieurs, hein. Il y en a un autre qui a son fouet, donc le contremaître en second, si vous voulez, qui était noir, parfois esclave, parfois libre, ou mulâtre, et qui commandait les esclaves. Donc il leur parlait soit en espagnol, soit en langue africaine s'ils étaient, pour ceux qui étaient bossales, qui venaient d'arriver, hein, mais ils se faisaient comprendre avec le fouet. Hein. Donc là, c'est pas très bien représenté puisqu'on veut montrer une vision très idéalisée du travail au champ. Hein. Les femmes qui travaillent, le machete, je ne sais pas si vous le voyez, couper la canne, bon. Mais là, si vous voulez, c'est pas pour témoigner d'une réalité, hein, c'est pas du tout une peinture sociale. Hein. Mais bon, alors, donc là, c'est aussi le 19e siècle, c'est pour montrer que c'était des gens d'origine française, la plante, hein, la plante. Il y avait plusieurs peintres comme ça qui venaient d'Europe, Espagne, France. Et là, en fait, ce sont plusieurs tableaux qui représentent ce qu'on appelle el ingenio, donc la plantation, mais très modernisée. Alors, vous voyez, on montre bien donc, la palma real, le palmier royal, parce que c'est l'emblème cubain. Donc, on sait tout de suite que c'est Cuba. Et on montre la modernité, ici, de ces plantations qui apparaissent à la fin du 18e et début 19e, jusqu'aux années 50-60, et qui travaillent avec l'esclavage, mais les esclaves, on ne les voit pas. Hein, on les voit très peu, hein, en tout petit. On veut montrer l'ampleur de la plantation, de la richesse de ces propriétaires. Là, on est à la partie occidentale, où se sont développées les grandes plantations de sucre, hein, qui ont enrichi ces planteurs, qui ensuite ont été récupérés par les États-Unis, hein, quand les États-Unis sont arrivés sur l'île, au XXe siècle, hein, jusqu'aux années 50, les multinationales nord-américaines qui vont produire le sucre, hein, la United Fruit Company, etc., ils vont retrouver ils vont racheter toutes ces usines qui commencent à se développer. Mais ça, c'est, si vous voulez, l'usine très moderne, l'usine à sucre déjà. Hein. C'est pas la plantation traditionnelle où l'esclave faisait le travail de des bœufs, là, comme on dit en français. Vous avez vu là, les bœufs qui tirent la charrette, il y avait des endroits où c'était les esclaves, hein, qui tiraient. Ça pouvait être un âne, ça c'était déjà une plantation de riches avec les bœufs. Hein.
Ce n'était pas le cas partout. Donc vous avez, voyez, les ingenios, et surtout ces machines où on faisait fondre le sucre pour le cuire et le transformer en sucre, la canne à sucre. Donc très, très beau, vous voyez, enfin c'est le style de l'époque. Donc là aussi, les bâtiments des chaudières, donc tout ça c'est un petit peu, vous voyez, album pittoresque. Alors allez trouver ça pittoresque, les chaudières faisaient une chaleur insupportable, où les esclaves c'était un travail très très dur. C'était des grandes chaudières, des paillas qu'on appelle, où on faisait fondre la mélasse. Là, je ne sais pas si vous voyez, on ne voit pas bien, il y a un esclave domestique très bien habillé qui sert des jeunes dames. C'est impossible parce que vous êtes à côté des chaudières, il fait trop chaud. Puis ça sent mauvais, enfin bon, ça dépend pour qui, mais c'est très fort. Donc ça c'est idéalisé, vous voyez, la vie à Cuba, mais tout se passe bien. Pourquoi vous voulez qu'on abolisse l'esclavage? Puisque tout va bien, les gens travaillent bien, ça marche bien, vous voyez. Bon, ça c'est tout à fait Alors là vous avez aussi, tout ça c'est des... Donc vous avez, je ne sais pas si vous voyez la première gravure. Vous avez un esclave là qui guide des femmes, c'est le sud de l'île, ils sont sur des bœufs. Donc ce pas des gens très riches, normalement ce sont des chevaux. Là c'est l'esclave qui est à pied, lui, qui guide. Et là c'est un autre endroit, là c'est, je l'avais noté quelque part, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est Bahia de Nuevitas. Les bœufs c'est Baracoa, il y en a qui connaissent dans la salle. Donc là dans l'autre avec le bateau, donc l'esclave qui est donc domestique, qui guide la maîtresse qui sort se promener, donc acheter du poisson, etc. Donc là, on est toujours dans les campagnes. Dans la plantation, donc l'ingenio, vous avez donc, au départ, du 16e jusqu'au 18e, vous avez des petites cases, où habitaient ce qu'on appelle le bohío à Cuba, hérité des Indiens, où habitaient les familles, enfin, ils n'étaient pas forcément en famille, les esclaves, des petites maisons, ils avaient leur conuco, leur petite terre à côté, parce que quand ils avaient terminé de travailler pour le maître 10 à 15 heures par jour, ils travaillaient leur champ pour pouvoir manger. La plupart du temps, le maître ne donnait pas assez à manger aux esclaves, même s'il y avait des traités, il y en a eu beaucoup, des codes noirs, etc., sur le modèle français, qui n'ont pas été respectés. Donc souvent, l'esclave n'avait pas assez à manger, donc il produisait sa terre. Et souvent, il produisait dans ce qu'on appelle le conuco, des petits produits, des racines, des tubercules, etc., pour les vendre, pour se faire un peu d'argent, pour acheter sa liberté. Donc la journée n'était pas terminée. La femme aussi travaillait autant que l'homme, au champ, même plus. Donc c'était une vie. Donc là, vous avez un peu festive, entre guillemets, quand le dimanche, parfois, le maître laissait les esclaves se reposer, puisque normalement, le dimanche, c'était le jour du Seigneur. Mais souvent, si c'était une période de production de récolte de canne, les esclaves travaillaient. Donc on laissait, pour que les esclaves, les pauvres petits, il fallait qu'ils se défoulent, donc on les laissait danser, jouer leur tambour, c'était dia de tambores. Donc ceci a permis certaines de ces pratiques. Parfois, elles ont été interdites, parfois, elles ont été tolérées selon les époques et les régions. Là, c'est au 19e, on les laissait parce qu'il y avait beaucoup de marronnage, beaucoup de révoltes. Donc, on laissait dans les plantations, dans la campagne, certaines communautés d'esclaves pouvaient donc se réunir et jouer les tambours africains. Ça, c'est les tambores de yuca, c'est Congo. C'est une des origines les plus importantes pour la musique cubaine actuelle. Mais ça, c'est les campagnes. En ville, vous allez voir, si on a le temps, oh là là, 7h30. Donc, 18e, 19e, donc les Noirs esclaves commencent à apparaître dans les peintures, les représentations nationales, toujours donc dans leur rôle d'esclave. Ici, vous avez donc l'esclave qui porte avec son maître, là. Vous avez plusieurs petits métiers assurés par des esclaves ou des nègres libres qui travaillaient pour plusieurs, s'ils étaient esclaves, plusieurs maîtres, ou qui étaient employés, ce qu'on appelait les... Enfin, il y en avait une juste avant, bon, c'est pas grave. Donc ça, ce sont des scènes, bon, selon les peintures de l'époque, les codes de l'époque. Les petits métiers, bon là, il y a un petit peu tout, parce que dans les villes, donc il y avait des esclaves qui travaillaient en tant que domestiques, cuisinières, nourrices, domestiques à la maison, etc. Une bonne, à tout faire, et c'était le cas. Souvent, elles pouvaient, ou ils pouvaient, souvent c'était les femmes, beaucoup de femmes achetaient leur liberté, se louer à d'autres maîtres pour d'autres petits métiers, si elles savaient coudre, si elles lavaient, lavandières. Il y avait des prostituées aussi, il y avait des maîtres qui prostituaient leurs esclaves, ça pouvait être aussi des femmes libres, mais souvent c'était des esclaves,
et ça leur permettait d'avoir donc un petit pécule pour ensuite pouvoir racheter leur liberté ou acheter la liberté de leurs enfants. Hein. Donc beaucoup de petits métiers comme ça vont alors, le fameux calesero, le cocher. Donc là, vous avez un esclave, parce que c'était un des meilleurs, enfin, selon les esclaves aussi étaient assimilés, ils étaient aliénés hein, dans cette société de caste, hein, où le blanc était tout en haut et les esclaves tout en bas. Donc l'esclave aussi, qui était soit libre, ou qui allait se libérer, ou qui était encore esclave, voulait imiter le maître, hein, puisqu'on imposait cette culture du blanc dominant, donc il s'habillait, et c'était aussi la mode qu'on leur imposait. Hein. Donc le calesero, c'est un type, ce sont des types sociaux qui vont ensuite alimenter le théâtre, la musique, la littérature, hein, le théâtre populaire, etc. Donc là, c'est le calesero avec son chapeau, il était très distingué. Donc il était esclave, mais il était à un rang supérieur que celui qui travaille au champ, par exemple. Hein. Et il méprisait forcément celui qui travaille au champ ou celui qui arrive direct d'Afrique, qui était Vossal, qui était très méprisé par les autres esclaves. Donc là, vous avez encore l'Andalus, qui est ce peintre qui a fait beaucoup de caricatures des Noirs, en fait, puisque le Noir n'était pas considéré comme un être beau, il était laid, donc on accentuait les caricatures qu'il pouvait y avoir ici, parce que ce sont des domestiques qui imitent les Blancs, hein, dans la mode vestimentaire, la façon de parler. Hein. On les appelait los negros curros, hein, donc ils s'habillaient à la mode pour imiter leur maître, etc. Donc il y a toute une tradition satirique hein, dans la littérature qu'on retrouve et dans la peinture. Hein. Voilà, donc forcément, donc là aussi, ce type de représentation entretient les préjugés hein, qui étaient alimentés par tout le système esclavagiste, hein, que le noir était inférieur, qu'il était laid, qu'il était idiot, etc. etc. Hein. Ça portait aussi tout ce discours de la société dominante, de la classe dominante, hein, pour inférioriser, comme on disait, les Noirs, et les aliéner encore plus. Hein. Donc là, ce sont des pratiques aussi festives. Alors, c'est important parce que du point de vue culturel, on va le retrouver au XXe siècle. Hein. Les Espagnols, pendant l'époque coloniale, hein, autorisaient le jour des rois, donc certaines fêtes religieuses, puisqu'ils étaient censés évangéliser leurs esclaves. Enfin, bon, ils étaient censés le faire, au moins baptisés, pas toujours. Hein. Et en fait, ils avaient le droit à certaines fêtes, bon, pour les Espagnols, toujours à l'heure actuelle, le jour des rois, le 6 janvier. Hein. Ce sont des fêtes religieuses très importantes. Hein. Et en fait, si vous voulez, le jour des rois, à Cuba, on donnait cette journée libre aux esclaves ou aux nègres libres, qu'on appelait nègres libres, qui se réunissaient dans des cabildos, hein, des espèces de confréries, si vous voulez, par nation. Ce qu'on appelait nation à Cuba, c'est l'origine africaine. Mandinga, Congo, Caravali, Iswam, etc. Bon, enfin, toutes les origines, s'ils la connaissaient, ils se réunissaient dans ces cabildos, c'était légal. Et ils pouvaient cultiver leur tradition musicale, religieuse, africaine. C'est pour ça que toujours à l'heure actuelle, ces traditions existent. Entre autres, pas que ça, mais entre autres. Hein. Et en fait, le jour des rois, à certaines époques, il fait interdit, mais dans d'autres époques, jusqu'au 19e siècle, il a été autorisé. Donc les maîtres, les gentils maîtres, laissaient défiler leurs esclaves, hein, ou descendants d'esclaves. Certains étaient libres, mais la plupart étaient esclaves, pour défiler devant la maison du maître avec les tambours, leur costume, c'est le carnaval, hein. C'est l'ancêtre du carnaval, pour demander les étrennes. Hein, le jour des rois en Espagne, c'est les étrennes. Hein, je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, bon, des sous, quoi, en fait. Bon, ils n'en donnaient pas grand-chose, mais ils avaient le droit de défiler. Et en fait, ce genre de défilé, avec des costumes plus ou moins traditionnels, qui se réinventaient, qui se réappropriaient, a permis de préserver certaines traditions musicales et dansaria, enfin de danse, hein, qui sont les danses du carnaval actuel, hein, parce que ces cabildos, hein, ces défilés, si vous voulez, étaient organisés, comme maintenant pour le carnaval à Rio, par exemple, c'est la même chose, les écoles de samba, hein, c'était des kabyles, c'était des associations, si vous voulez, légales, hein, de nègres de nation, c'est-à-dire Congo, qui étaient ceux qui venaient du Congo, d'origine Congo, Yoruba, etc., etc. À Santiago, ça s'est beaucoup fait avec les anciens esclaves des Français de Saint-Domingue, hein, qui ont préservé le patois français, la tomba française, etc. Et donc, ça a permis de préserver certaines traditions culturelles. Donc, les Espagnols le laissaient, ou les Cubains, hein, maîtres de créole, laissaient faire parce que c'était une pratique religieuse. Ils étaient censés honorer le jour des rois, les rois mages. Hein. Mais eux, dans leur tradition, ils jouaient du tambour africain, hein, Congo surtout. Hein. Et puis,
dans leur façon de danser et de chanter, ils reprenaient des traditions orales d'origine africaine, des anciens esclaves ou des esclaves. Bon, celui-là, je ne sais pas pourquoi il est tourné à l'envers. Enfin bon, ce sont les Cabildo des Nations. Hein. Voilà, donc ça c'était la représentation d'une gravure faite par un blanc qui ne connaissait pas bien ces traditions. Elles étaient encore méconnues, méprisées, mais c'était festif. Alors bon, c'est l'ancêtre du carnaval. Hein. Vous avez des masques qui viennent d'Afrique. On retrouve maintenant toutes ces traditions. On sait l'origine, si ça vient plutôt du Bénin ou du Yoruba ou du Congo. Hein. On peut retrouver certaines de ces traditions. Hein. El Diablito, donc là aussi c'est le jour des rois, donc c'est l'Andalous, c'est le fameux l'Andalusé. Hein. Donc vous voyez là la dame à la fenêtre avec sa domestique noire, hein, qui était la nodrice, hein, la nourrice ou la domestique. Et là vous avez un Diablito, c'est un personnage actuellement du folklore du carnaval, hein, mais il vient des Abaquois. Hein, vous vous souvenez, cette région du Calabar, le Caravali, hein, c'est un costume traditionnel d'une secte, une société secrète qui s'appelle Abaquois, qui existe seulement à La Havane et à Matane, seulement à Cuba. Hein, ça ne s'est pas reproduit dans d'autres pays d'Amérique latine, d'Amérique. Hein. Et en fait, ce costume-là représente, bon, on disait Diablito, le petit diable, parce qu'ils ne savaient pas le considérer autrement, mais ça représente un dieu africain, un esprit africain. Une tradition très précise qui existe toujours avec un nom précis, une signature précise, en langue africaine, et qui existe toujours à l'heure actuelle. Hein. Mais bon, à l'époque, on voyait ça comme du folklore. Hein. C'était une façon aussi de les marginaliser. Bien. Donc là, vous voyez le Cabildo Congo, on le sait tout de suite parce qu'on voit les tambours. Ça, c'est les tambours Congo, hein, c'est-à-dire Congo-Angola. Les tambores de Yucca, c'est plutôt Angola, donc c'est des tambours très, très africains, hein, qui sont moins métissés que la rumba ou d'autres musiques contemporaines du carnaval, qui sont aussi africaines, mais moins que ces tambours-là. Hein. Et là, Cabildo de Congo, vous voyez, ils sont habillés donc en suivant les modes européennes. Ça, c'est les negros curros, c'est les nègres académiques qu'on disait, ils veulent imiter le blanc. Hein. Et ils s'habillent comme la mode du blanc. Hein. Pas forcément parce qu'ils en ont les moyens, hein. Ils veulent imiter le blanc. Pour eux, c'est une façon de monter dans l'échelle sociale, puisqu'ils étaient dénigrés parce qu'ils étaient noirs, esclaves ou descendants d'esclaves. Et là, vous avez à côté des danseurs qui, en fait, sont vêtus d'un costume particulier qui représente aussi des traditions d'origine africaine, notamment religieuses. Hein. Bon, au moins ça, je sais qu'il est un peu tard, mais donc si vous voulez, il y a cette perspective vue par les Blancs plutôt, hein, ou certains Cubains créoles, donc assez folklorisés, parce qu'on se moquait des Noirs, hein, des esclaves, donc ils étaient méprisés, ils étaient exploités, mais aussi du côté des esclaves, et même des Noirs libres, il y avait toute une organisation, pourtant celui-là on l'avait réduit, hein, du marronnage. Hein. Donc, si vous voulez, depuis les auteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, de ces historiens, de ces anthropologues, on a une autre perspective de l'histoire officielle. Ce n'est plus l'histoire coloniale, mais l'histoire vue depuis Cuba et depuis les révoltes, hein, et les victimes, en fait, puisque c'est un pays marxiste. Hein, donc, on va réviser l'histoire du point de vue de la révolte et des soulèvements qui amèneront à la dépendance cubaine. Et en fait, depuis certains auteurs, comme Alejo Carpentier et d'autres auteurs, on va révisiter l'histoire de l'esclavage d'après le marronnage, c'est-à-dire la résistance à l'esclavage. L'esclave n'était pas seulement un être passif, hein, soumis, hein, aux volontés du maître, il y a eu aussi beaucoup de marronnage. Et quand on voit les chiffres, je ne sais pas si on arrivera à les voir, en fait, si vous voulez, il y a eu tout le temps du marronnage, c'est-à-dire des esclaves qui n'ont pas accepté la mise en esclavage et qui se sont sauvés des plantations. Parfois, c'était des révoltes organisées. Les esclaves incendiaient la plantation, c'est ce qui s'est fait beaucoup en Haïti, hein, et dans d'autres îles, hein, en Jamaïque, il y a eu des guerres maroniques, etc. Et en fait, selon plusieurs auteurs, donc ici c'est un des auteurs qui a travaillé sur le marronnage, vous avez plusieurs étapes, donc ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire un développement progressif de l'économie de Cuba, hein, basé sur l'esclavage, le système esclavagiste, d'abord dans les mines et ensuite dans les plantations, de canne, de café, d'indigo, de coton, etc. Début 16e, moitié 18e. Donc les Indiens aussi, ce sont les premiers marrons. Hein. Marron, ça vient d'où? Ça vient de cimarrón, en espagnol, qu'on utilisait d'abord pour les plantes sauvages, hein, planta cimarrona, qu'ensuite on a utilisé pour les cerdos, les cochons, qu'on a importés d'Espagne, enfin d'Europe,
qui sont devenus sauvages, à l'état sauvage, les petits cochons, hein, enfin petits ou gros, ça dépend. Et puis ensuite, on a utilisé le terme pour les Indiens, puisque pour l'espagnol de l'époque, c'était aussi des sauvages. Donc, los indios cimarrones, ce sont les premiers Indiens, taïnos, siouanais, etc., qui se sont révoltés face aux colons espagnols et qui se sont sauvés dans les forêts, dans les montagnes, enfin les quelques montagnes qu'il y a à Cuba. Et bien sûr, les esclaves en fuite, il y en a eu dès le départ, hein, ces premiers esclaves qui venaient d'Afrique via l'Europe et qui ont débarqué en Amérique, hein, mais à une petite échelle, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de population non plus, le pays n'était pas très développé, qui se sont souvent unis aux Indiens, qui s'étaient déjà réfugiés dans leur montagne. Hein. Et ensuite, vous voyez, seconde moitié du 18e jusqu'à la fin du 1789, c'est quand l'Espagne libère le marché de la traite négrière, et là, il y en a de plus en plus qui débarquent à Cuba, entre autres. Hein. Et là, donc c'est souvent il y a des nègres bossales qui viennent d'Afrique, mais il y a aussi des nègres créoles qui connaissent mieux le pays, hein, qui se sont mieux adaptés et qui peuvent organiser ce qu'on appelle des villages de marrons. Hein, ça s'appelle palenques. À Cuba, en Colombie, au Brésil, il y a beaucoup de quilombo, hein, au Brésil. Hein, ce sont des villages à palencados, hein, des gens, des esclaves, donc qui luttent pour préserver leur liberté parce qu'ils étaient constamment chassés par l'armée coloniale, l'armée espagnole, et ensuite par les chasseurs d'esclaves, hein, les chasseurs de primes, qui étaient d'ailleurs parfois des esclaves ou des anciens esclaves. C'était pas que des blancs. Hein. Donc c'est pas d'un côté les méchants blancs et de l'autre côté les pauvres noirs, vous voyez, c'était mélangé. Hein. Bon. Mais à Palenques, à Palencaos, donc jusqu'au 19e siècle, hein, mais il y a eu une recrudescence parce que l'esclavage a augmenté avec la traite négrière, de plus en plus d'esclaves qui sont arrivés hein, directement d'Afrique, hein, avec la traite atlantique. Hein. Et là, fin du 18e, parce que là on a peur hein, des révoltes esclaves, les colons blancs s'organisent. Hein, avec l'armée coloniale, jusqu'en 1820, vous voyez, chiffre élevé de marrons capturés, parce qu'il y a une grande répression, parce que l'esclave, comme on essaye de faire abolir la traite et ensuite l'esclavage, il va être de plus en plus cher et de plus en plus difficile à avoir. Et parce qu'on l'exploite au maximum, hein, il va mourir aussi, il y aura beaucoup de mortalité. Hein. Donc des révoltes, bon, Aponte, c'est un héros aussi, un esclave noir qui s'est révolté, qui était massacré. Bon, et vous voyez, là, je vous mets des Depósitos de Cimarrones, c'est-à-dire qu'il y avait, ce sont des ouvrages d'historiens, il y avait au 19e siècle, ça commence un petit peu à la fin du 18e, hein, des endroits, des espèces de grandes baraques où on déposait les cimarrones, les esclaves, qui étaient, rappelez-vous, il y avait la carimba, ils étaient marqués au fer. Hein. On attendait que c'était une sorte de prison, si vous voulez, une fois qu'ils avaient été capturés, soit en ville, parce qu'il y avait des marrons qui étaient des esclaves qui travaillaient en ville, incognito, ou dans les campagnes, hein, qui étaient capturés hein, et qui étaient mis là en attendant que le maître vienne les récupérer. Alors parfois ils venaient les récupérer, parfois pas, parfois ils mouraient parce qu'ils étaient très maltraités, hein, imaginez dans les grandes baraques. Hein. Et pourquoi il y a beaucoup de répression hein. On est au 19e siècle, toute la première partie du 19e siècle jusqu'aux années 60-70, hein, parce que c'est l'époque de la grande, comme je vous ai dit, de la grande industrie sucrière. Les esclaves sont plus dans des petites cases, hein, avec leurs petits bohillos, leurs petits conoucs, leurs petites terres où ils pouvaient manger. Ils sont exploités à grande échelle. Il y a des grands, ce qu'on appelle le barracón, la grande baraque. Hein, il y avait 60, 80, parfois 100 esclaves là-dedans. Hein, avec très peu d'ouverture parce qu'ils étaient surveillés de très près par le contremaître. Hein. Il y avait beaucoup de répression pour éviter les fuites parce qu'on voulait qu'ils travaillent au maximum. Hein. Et la vie était très très dure. Il y avait beaucoup de mortalité. Il y avait le marronnage, c'est pas seulement la révolte, l'incendie, l'assassinat des maîtres, comment on dit en français, envenenamiento, le poison, l'empoisonnement. Hein. Il y avait des pratiques et chez les esclaves domestiques et chez les esclaves de la plantation. Ils connaissaient les esclaves pour survivre, ils se soignaient aux plantes, il n'y avait pas de médecins, très peu. Hein. Les femmes, etc., accouchaient dans des conditions terribles. Hein. Il y avait beaucoup d'avortements parce que les esclaves, par leur tradition africaine, connaissaient les plantes et ceux qui sont adaptés à la vie créole aux Antilles hein, connaissaient les plantes, donc ils pouvaient soit pratiquer le venin, l'empoisonnement, pour une façon de lutter contre l'esclavage, tuer leur maître ou le contremaître, et aussi contre eux-mêmes, ils pouvaient se suicider hein, de cette façon, de plusieurs façons, ou pratiquer l'infanticide, hein, les femmes tuaient leurs enfants pour pas qu'ils soient esclaves, et pratiquer l'avortement. Hein, donc, parce que, bon. Donc il y avait plusieurs façons de marronnage. Hein. Le marronnage, c'est pas seulement l'esclave qui prend sa machette et qui coupe les têtes et qui incendie les plantations.
hein. Mais de plus en plus, il y aura ça parce que c'est un marronnage massif. Et à Cuba, c'est une île très étendue, il y a beaucoup de territoires, donc il y avait des endroits pour se cacher et s'organiser en villages de marrons. Et dans ces villages-là, on retrouve beaucoup de traditions africaines, parce que beaucoup, il y a des nègres qui viennent d'Afrique directe, des bossales, des nègres bossales, mais il y a aussi des nègres créoles qui ont préservé des traditions Congo, Yoruba, Warara ou selon. D'accord, hein. Donc en fait, il y avait cette... Et on sait que le marronnage est très très important, même si pendant longtemps l'histoire officielle a caché tous ces chiffres. Maintenant, on les apprend, enfin depuis une cinquantaine d'années, parce qu'il y avait ces prisons, hein, ces listes d'esclaves en fuite, hein, qui pouvaient... et aussi parce il y a des traces archéologiques de ces palenques, de ces grands villages, surtout à la partie orientale. Hein. Ce sont des Efijol, Maloa, ce sont des villages de marrons, de nègres en révolte, de nègres marrons, qui ont laissé des traces dans l'histoire parce qu'ils représentent un petit peu, si vous voulez, la culture de résistance de l'esclave qui a lutté pour sa liberté. Et il y avait une grande répression et de l'armée espagnole, puisque c'était toujours la colonie espagnole, la police, hein, espagnole, enfin la Guardia Rural, hein, et puis les ranchadores, ce sont les chasseurs d'esclaves, qui étaient payés soit par les maîtres, ou par une communauté de maîtres qui s'associaient pour réprimer, c'était des milices si vous voulez, pour réprimer les marronnages. Hein. Voilà. Bon, c'est pas fini. Voilà, donc c'est fini, oui. Bon, excusez-moi, j'ai oublié beaucoup de choses, d'habitude. Donc j'essaie de vous montrer, depuis cette perspective-là, donc depuis Cuba, hein, j'ai oublié beaucoup de choses, mais enfin c'est une façon de montrer un petit peu l'acharnement en fait, hein, du système colonial tel qu'il s'est pratiqué à Cuba, dans certaines régions du Brésil. Hein. Dans d'autres pays, l'esclavage a été moins développé de cette façon-là, de façon intensive, surtout à la fin du 18e et 19e. Hein. Et en fait, à la fin là ce sont des peintures, hein, de la fin du 19e, où l'esclavage n'existe plus, mais les esclaves, descendants d'esclaves sont toujours là, sont souvent très pauvres, dans des régions, les régions négrières, hein, de la traite négrière, de toute l'île, selon les origines. Il y a des régions où il y a plus de Congo, il y a plus de Yoruba, il y a plus de Caravali, selon l'histoire de la traite négrière. Hein. Mais ils n'ont pas encore, si vous voulez, un statut, comme dans d'autres pays d'Amérique, hein, d'hommes libres, de citoyens. Hein. Ce sont des citoyens de seconde zone. Hein. La plupart sont analphabètes, hein, en tout cas ceux qui sont anciens esclaves, hein, ou descendants d'esclaves. Et du côté du blanc, on représente toujours le noir, hein, ou le descendant d'esclaves, soit de façon caricaturale, soit de façon paternaliste. Ah, ces pauvres petits nègres, il faut les aider, ils sont pauvres, le maître ne les aide plus, ne les nourrit plus, puisqu'il n'est plus obligé de le faire, puisque c'est plus leur maître. Ils vont devenir des salariés, mais très mal payés, hein, comme d'ailleurs les autres petits ouvriers blancs ou d'origine espagnole qui vont arriver, hein, parce que c'est une époque où on va vouloir blanchir la race, blanchir l'île, en amenant plus de migrants espagnols ou européens. Il y a des Français, il y a d'autres pays européens, il y a eu les Chinois aussi, hein, un temps qui ont été proposés pour remplacer la main-d'œuvre esclave, hein, qui sont restés. Donc en fait, il y aura toute une partie de la population à Cuba, donc noire ou métisse, hein, d'origine esclave, une autre partie qui est d'origine libre, parce qu'il y avait aussi des petites communautés de noirs libres ou mulattes, mais qui avaient très peu de pouvoir économique ou politique, et très peu de représentation culturelle. Hein. Ils s'assimilaient au modèle occidental, espagnol, européen. Hein. Et en fait, donc ça, ce sont des bidonvilles, on est déjà au XXe siècle, hein, mais c'est les anciennes cases, hein, faites de ce qu'on appelle le guano, hein, de feuilles de palmier, etc., dans des conditions très précaires. Ce sont souvent dans ces bidonvilles de la capitale ou des grandes villes, des anciens esclaves qui ont laissé les campagnes parce qu'ils ne veulent plus travailler dans la canne à sucre, hein, ne plus être exploités, mais ils ne trouvent pas de travail, parce qu'on ne les embauche pas. On les embauche dans des conditions proches de l'esclavage. Hein. Et petit à petit, le pays va se développer, va s'industrialiser, mais là, c'est une époque, bon, ça va durer pendant longtemps encore, hein, jusqu'à la Révolution. Donc là, au niveau de la peinture, le noir est très peu représenté. Là, on est déjà presque au début des avant-gardes. Hein, on verra ça la prochaine fois.
un tableau par miracle qui représente une femme noire qui n'est pas caricaturée, parce que la femme noire ou mulâtre au 19e siècle, c'est la moulate, hein, c'est la séductrice, c'est la prostituée, c'est la fille facile. Hein. C'est ce mythe-là qui va se développer au 19e siècle, dans le théâtre bouffe, dans les traditions populaires, les chansons, les guarachas. Hein. Et un portrait comme ça où on essaie de reproduire la beauté de cette femme, hein, qui est noire ou mulâtre, enfin, selon les codes raciaux de là-bas, c'est assez rare encore jusqu'à la fin des années 20, où là c'est les avant-gardes, et là vous allez voir, il y aura un retour à ce qui est au vrai métissage de Cuba, donc il va prendre en compte les traditions européennes, les représentations des Blancs, hein, qui est la culture dominante, et aussi les traditions métisses, puisque Cuba est un pays métis, hein, et aussi le poids des Noirs dans la culture cubaine. Mais encore l'esclavage, hein, là, ici c'est représenté avec la canne à sucre. Hein. Pourquoi la canne à sucre? Parce qu'on est en plein développement industriel, les multinationales nord-américaines commencent à investir à Cuba, hein, là c'est un autre type de production, hein. Mais le monde ouvrier qui travaille dans la canne à sucre, qui ramasse la canne, la coupe et qui la transforme, ce sont autant les petits blancs, les anciens migrants espagnols qui sont devenus cubains, hein, ou des nouveaux qui arrivent, parce qu'il y a beaucoup de jeunes paysans très pauvres qui arrivent aussi d'Espagne, hein, et aussi les noirs, les descendants d'esclaves, qui continuent à être exploités, mais d'une autre façon. Voilà, excusez-moi, j'ai beaucoup parlé. Je vous montre un dernier, mais après il y en aura mieux. Donc les trois races, hein, bon, la race noire, la race blanche, la race indienne, qui est les trois races qui ont fondé le peuple cubain, hein, dans cette diversité cubaine. Là, on a passé les avant-gardes, donc c'est très avancé pour. Hein, on verra si vous voulez revenir la prochaine fois. On continuera sur ce sujet-là. Donc, comment exorciser la blessure de l'esclavage, hein. Déjà, rappeler le passé esclavagiste, ne pas le condamner, hein, évoquer le passé pour connaître ses racines, son histoire, tant du côté des Blancs que du côté des Noirs ou des Métis, hein, et comprendre pourquoi cette culture cubaine actuelle, qui est née de tout ça, de toutes ces confrontations du colonialisme, hein, a donc réussi à préserver toutes ses racines, hein, sans occulter la racine africaine qui a été longtemps méprisée et occultée. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'ai pas laissé beaucoup de temps, je suis désolée. Il y avait beaucoup de choses à dire. Oui. J'en ai une par rapport à l'étude que vous nous avez montrée sur l'origine des Oui. Elle a été basée sur quoi en fait Alors en fait, il se base sur les listes des bateaux négriers, hein, des capitaines de bateaux, et aussi des ventes sur les ports négriers. Il y avait des, je ne sais plus comment on dit en français, enfin des livres de contes, quoi, hein, où on marquait. Donc en fait, c'est ce que j'expliquais. Si vous voulez, y mettez le nom, pas forcément le nom d'ailleurs, hein, parce qu'on les appelle pièces à l'ébène, ou des pièces d'ébène, ou des pièces de charbon, hein, des sacs de charbon, on disait. Hein. Et donc on inventait un prénom, puis on mettait surtout l'origine soi-disant de leur nation, s'ils la connaissaient, et le port d'embarquement en Afrique, qui ne correspondait pas forcément à leur vraie origine ethnique. Hein. Mais bon, c'est un travail de longue haleine. Hein. Ces gens-là, ça fait depuis les années 60-70 qu'ils travaillent là-dessus. On a retrouvé beaucoup de choses, hein, parce que tout ça a été gardé, tout ça a été préservé. Hein. Donc c'est un vrai travail d'archive. Hein. Alors après, parfois, il y a des noms qui sont... Parce que des fois, il y a des formations linguistiques, les Espagnols, les Français ou les Anglais ne comprenaient pas. Donc ils mettaient des mots qu'on ne retrouve pas forcément en Afrique. Hein. Mais la plupart de ces peuples-là, on les retrouve. Hein. Ils existent toujours. Ils ont évolué différemment. Hein. Par exemple, les Yoruba actuels comprennent vaguement ce que le Yoruba qui se parle à Cuba. Hein, mais on sait que c'est du Yoruba, on le reconnaît. On peut reconnaître un mot si c'est Yoruba, si c'est Ewefon, pour les Arara, si c'est Abacois. Les Abacois ont laissé beaucoup de termes en espagnol de La Havane, de Cuba, hein, des termes qui s'utilisent dans l'espagnol parlé, qui viennent des Abacois. On sait l'origine linguistique, si vous voulez. Le bantou aussi. Hein, il y a beaucoup de termes bantou, hein, qui viennent des Congos. Parce qu'ils étaient, si vous voulez, prédominants dans le... ils venaient en masse, hein, les esclaves, mais ils étaient un peu mélangés pour pas qu'ils se mettent entre eux et qu'ils se comprennent déjà entre eux. On les mélangeait pour éviter les rébellions, mais il y avait quand même des groupes dominants. Donc les dominants, c'était les Yoruba, les Congos, selon les régions. Hein.
Et donc c'est comme ça qu'on puisse préserver certaines traditions africaines, hein, qui sont très africaines. Mais c'est pareil partout, dans la Caraïbe, au Brésil, etc. Hein. Mais c'est intéressant parce que c'est bon, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de noms d'ethnies, mais ça s'étudie beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de thèses, pas seulement d'historiens, des linguistes, etc., soit de gens du Cuba, soit d'Afrique, ou soit d'Europe, qui travaillent sur ces sujets-là. Et ce qui est intéressant, c'est que même si beaucoup de ces noms, ces traditions se sont perdues, il reste quand même des traditions africaines qu'on peut reconnaître selon le pays d'origine. Quand vous écoutez certaines musiques du Bénin ou du Ghana, que vous l'écoutez à Cuba ou au Brésil, c'est pratiquement la même chose pour certains rythmes, certains instruments de musique, certaines façons de chanter. Hein. Donc ça n'a pas disparu. C'est pour ça qu'on parle de culture de résistance, parce que tous ces peuples-là, malgré l'exploitation et la déshumanisation, ont réussi à préserver, à survivre, hein, et à préserver certaines traditions, alors qu'ils étaient acculturés. On leur imposait une nouvelle culture, une nouvelle langue et une nouvelle religion. Quand on parle de la Santeria à Cuba, on dit c'est la religion catholique, mais en fait c'est très africain, c'est Yoruba. Hein, les plus civilisés, développés du point de vue de la civilisation, c'était les Yoruba. Hein, il y a une philosophie Yoruba, il y a une religion, il y a une mythologie très très développée en Afrique, et quand elle est arrivée en Amérique, elle s'est maintenue avec les esclaves. Mais tous ces peuples-là avaient des traditions culturelles. Mais elles se sont prolongées de façon orale, de façon clandestine. Hein. Et c'est tout ce qu'on retrouve dans la théorie des auteurs contemporains, quand on parle de marronnage culturel, etc., ce qu'a fait Hector Glissant et bien d'autres, c'est cette théorie-là de la culture de résistance. Les esclaves n'ont pas été acculturés à 100%, ils ont résisté, et leurs descendants. Et ce qui a fait qu'il y a eu une véritable créolisation. Les blancs aussi, ils ne sont pas blancs espagnols, ils sont créolisés, ils sont cubains. Hein, je disais l'autre fois à un collègue, il ne faut pas dire afro-cubain. Hein, parce que cubain, ça veut dire déjà afro, africain, espagnol, français, syrien, palestinien, enfin les palestiniens ne disent pas encore, libanais. C'est un mélange de chinois, hein, ils ont été importants les Chinois aussi au 19e siècle. Donc c'est un mélange, si vous dites afro-cubain, donc certains le réclament, hein, pour mettre, comme en États-Unis on dit africain-américain, pour mettre la racine africaine en priorité. Mais si vous dites afro-cubain, vous excluez les afros dans le cubain. Ce qui est cubain, c'est déjà un mélange. Vous voyez? Enfin, c'est la théorie qu'on utilise à Cuba, au moins depuis, j'en reparlerai la prochaine fois, les années 30. C'est les avant-gardes, c'est les négritudes. Mais pas la négritude pour revenir à l'Afrique, comme ça a été proposé en Jamaïque, aux États-Unis, hein, au Brésil. C'est pour vivre l'Afrique à Cuba, telle qu'elle est encore. Mais c'est plus l'Afrique de l'Afrique, c'est l'Afrique américaine. Donc cubain, c'est un mélange de tous ces peuples-là. Et de plus en plus, on a accepté les racines africaines, les origines africaines, dans la culture, qui ont été longtemps niées. Alors ne me demandez pas les chiffres, hein, parce que ça c'est la grande bataille des chiffres. On dit à Cuba, généralement le chiffre officiel dit qu'il y a plus de blancs que de noirs. Après il faut aller voir de près, parce que beaucoup de blancs sont métis, ont du sang noir, ou du sang indien, ou chinois, ou autre. Donc à peu près, en général, on dit un tiers de noirs, un tiers de métis, et un tiers de blancs. Hein, de blancs d'origine espagnole, française, etc. Mais ils sont tous cubains. Après, bon, vous verrez, hein, le racisme, toute la discrimination, les préjugés, ça reste, hein, c'est pas parti. Hein, donc, on verra ça si vous voulez revenir la prochaine fois. Je vous remercie beaucoup. Merci bien. J'ai dépassé l'heure, non? On devrait être sorti. Je sais plus comment je fais pour partir. Basé sur la génétique, en fait, plutôt, qui a été faite. Il n'y a pas les moyens. Oui. C'est des trucs. Ça se fait aux États-Unis. Oui, hein. ça se fait. Oui, Je ne sais pas si ça se fait parce que c'est très très cher ces trucs-là. Oui. Et certains disent qu'on peut reconnaître certains parce que selon la morphologie, Oui. mais il y a eu tellement de mélanges. Oui, après, ouais, c'est très difficile. Oui, ça va. Oui, ça va. Donc,